Une petite mendiante interrompit le mariage du millionnaire en criant « Ne l'épousez pas ou vous n'en sortirez pas vivant ». Après avoir ignoré la mendiante, le millionnaire frissonna en découvrant ce dont sa femme était capable durant leur lune de miel. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le manoir Montclair scintillait sous le soleil du dimanche matin, ses fenêtres françaises reflétant la lumière dorée qui baignait le jardin impeccablement entretenu. Anna, une petite fille de 7 ans aux yeux bruns profonds et aux cheveux noirs ondulés encadrant son visage rond, ajustait nerveusement le ruban de sa robe bleu ciel que son père avait insisté pour qu'elle porte pour cette occasion spéciale. Michael, son père de 45 ans, avec des tempes légèrement grisonnantes, faisait les 100 pas dans le salon, vérifiant obsessionnellement si chaque objet était à sa place. « Papa, pourquoi es-tu si nerveux ?»« Ce n'est qu'une autre visite », demanda Anna, observant les mains tremblantes de son père qui arrangeait les coussins du canapé pour la 3e fois. « Ma petite, répondit-il en caressant les cheveux de sa fille, aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un qui va ramener beaucoup de bonheur dans notre famille. » Le son de la sonnette fit sursauter Michael, et Anna remarqua comment il vérifia rapidement son apparence dans le miroir du couloir avant d'aller ouvrir la porte. La petite fille resta à quelques pas derrière, serrant l'ourlet de sa robe avec anxiété. Lorsque la porte s'ouvrit, c'était comme si une bouffée de parfum français envahissait la pièce. Catherine était l'incarnation de l'élégance, grande, svelte, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés en un chignon sophistiqué et vêtue d'une robe rouge qui semblait faite sur mesure pour elle. Ses yeux verts, accentués par un maquillage impeccable, parcoururent la pièce avant de se poser sur Anna. « Mon cher, tu ne m'avais pas dit que ta fille était si adorable, » dit-elle d'une voix mélodieuse en s'approchant gracieusement de la petite. « Notre petite princesse est la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie, » répondit Michael, un sourire illuminant son visage comme Anna ne l'avait pas vu depuis la mort de sa mère. Le petit déjeuner avait été soigneusement préparé par la gouvernante, qui avait pris grand soin de disposer divers gâteaux, fruits et pains sur la table de la salle à manger. Catherine s'assit avec une élégance étudiée, ses ongles parfaitement manucurés tapotant doucement sur la tasse en porcelaine. « Alors, chère Anna, commença-t-elle avec un sourire éclatant comme des perles, ton père m'a dit que tu aimais les histoires de princesses. Peut-être pourrions-nous en lire quelques-unes ensemble plus tard. » La belle-mère dit cela, et la petite fille sourit timidement, sentant une chaleur réconfortante dans sa poitrine. « Connais-tu l'histoire de Cendrillon ? » « C'est ma préférée, » répondit Anna, recevant en retour un regard énigmatique de Catherine. « Bien sûr que je la connais, c'est aussi l'une de mes préférées, » répondit Catherine. Durant le repas, Catherine maintint une conversation animée, faisant rire Michael comme Anna ne l'avait pas vu depuis longtemps. La fillette regardait avec fascination cette femme qui parvenait à captiver tous ceux qui l'entouraient avec ses histoires de voyage et ses expériences dans différents pays. Papa semblait si heureux, pensa Anna en regardant son père se pencher vers Catherine, buvant chaque mot qu'elle disait. Peut-être qu'elle pourrait vraiment nous aider à redevenir une famille. Après le petit déjeuner, Michael dut prendre un appel de travail important et se retirer dans son bureau. Ce fut à ce moment qu'Anna remarqua un changement soudain dans l'atmosphère. Le sourire chaleureux de Catherine se transforma en quelque chose de différent, quelque chose qui fit frissonner la petite. Sans avertissement, la femme élégante se leva, d'un geste brusque, éloigna l'assiette d'Anna. « Écoute-moi bien, petite fille dodue, » murmura-t-elle en se penchant sur la table d'un air menaçant, « ne crois pas que je n'ai pas remarqué comment tu t'es goinfrée de gâteaux, tout comme ta mère morte, n'est-ce pas ? Eh bien, sache que les choses vont changer ici. » Le changement dans le comportement de Catherine fut si soudain qu'Anna eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait. D'un geste précis, la femme commença à débarrasser les assiettes de la table, jetant tout reste de nourriture. « Mais je n'avais pas fini, » murmura Anna, sa voix tremblante. Catherine se tourna vers elle avec un sourire cruel. « Tu pensais vraiment que j'allais te laisser te gaver comme un petit cochon ? Ta mère le permettait peut-être, mais maintenant les règles sont différentes. » Le bruit des pas de Michael approchant fit instantanément reprendre à Catherine son masque de douceur. « Oh, ma chère, ne t'inquiète pas pour aider à débarrasser, » dit-elle d'une voix douce et mélodieuse lorsque Michael entra dans la cuisine. « Tu es une enfant si serviable. » Anna resta figée sur sa chaise, regardant son père qui souriait fièrement, totalement inconscient de ce qui venait de se passer. Plus tard dans la journée, alors que Michael montrait à Catherine le jardin du manoir, Anna les observait depuis la fenêtre de sa chambre. Son estomac gargouillait de faim, mais la peur de descendre et de rencontrer Catherine seule était plus forte. « Pourquoi me déteste-t-elle » pensa la petite, une larme solitaire coulant sur sa joue.
Maman, j'aimerais tellement que tu sois là. La nuit tombait lorsqu'Anna décida de descendre chercher un verre d'eau. Dans le couloir menant à la cuisine, des voix basses attirèrent son attention. Cachée derrière une colonne, elle vit Catherine manipulant quelque chose sur le comptoir de la cuisine. Horrifiée, la petite fille réalisa qu'il s'agissait des pilules que son père prenait chaque soir. « Tout doit être parfait », murmura Catherine pour elle-même en échangeant les pilules entre différents flacons. Très bientôt, très bientôt. Michael apparut dans la cuisine, souriant en voyant Catherine déjà en train de préparer ses pilules. « Mon ange », dit-il en prenant les comprimés et un verre d'eau qu'elle lui tendait. « Je prends soin de toi, mon amour. Après tout, nous devons nous assurer que tu restes fort et en bonne santé pour notre avenir ensemble. » Anna regardait, impuissante, son père avaler les pilules que Catherine avait trafiquées. Le reste de la nuit se déroula comme un cauchemar au ralenti pour la fillette. Catherine continua sa performance irréprochable devant Michael, mais dès qu'il avait le dos tourné, elle lançait des regards glaciaux en direction d'Anna. « Tu es comme ta mère », murmura-t-elle en passant près d'Anna dans le couloir. « Et tu sais ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas ?» Allongée dans son lit cette nuit-là, Anna ne put trouver le sommeil. Les événements de la journée repassaient dans son esprit comme un film d'horreur. Le rire de Catherine résonnait dans ses oreilles, se mêlant au bruit des pilules échangées. « Je dois dire à papa », pensa-t-elle, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. « Mais me croira-t-il » Les premiers rayons du soleil commençaient à poindre lorsqu'Anna finit par s'endormir, ses dernières larmes séchant sur l'oreiller. Dans ses rêves agités, elle voyait sa mère souriant et lui faisant signe de loin, mais chaque fois qu'elle tentait de l'atteindre, Catherine apparaissait, son sourire parfait se tordant en une expression cruelle. « Tu es à moi, maintenant, petite », résonnait la voix de Catherine dans son esprit, « et personne ne peut te sauver. » Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour le petit déjeuner, Anna entendit Michael et Catherine converser dans le couloir. Elle finira par accepter l'idée, « Mon chéri », dit Catherine d'une voix mielleuse. Les enfants mettent toujours un peu de temps à s'habituer au changement. Michael soupira lourdement. « Je veux juste que nous soyons une famille heureuse de nouveau. » Anna sentit son cœur se serrer en entendant la réponse de Catherine. « Oh, ne t'inquiète pas, mon amour, je m'occuperai de tout, absolument tout. » Ce premier matin marqua le début d'une nouvelle réalité pour Anna. Elle observait Catherine se déplacer dans la maison comme si elle y avait toujours appartenu, et une peur grandissante s'installait dans sa poitrine. Sa seule certitude était que plus rien ne serait jamais comme avant. « Maman », murmura-t-elle en regardant le portrait de sa mère qui trônait encore sur le mur du salon, « s'il te plaît, protège-moi. Je crois que j'aurai beaucoup besoin de ton aide maintenant. » L'horloge de la cuisine indiquait 2 heures du matin lorsqu'Anna, pieds nus et tremblante, descendit silencieusement les escaliers. Ses petits pieds évitaient soigneusement chaque marche qui pouvait craquer, tandis que son estomac se tordait de faim après une nouvelle journée sans repas adéquat. L'obscurité de la maison n'était brisée que par la faible lumière de la lune, traversant les fenêtres et projetant des ombres fantomatiques sur les murs. Depuis des jours, Catherine contrôlait strictement ses portions, ne lui autorisant que quelques cuillerées de nourriture à chaque repas. « Si cela continue, je vais m'évanouir à l'école demain », pensa Anna, sentant ses jambes faiblir. « Il faut que je trouve quelque chose à manger, n'importe quoi. » La cuisine, autrefois un lieu de réconfort et de souvenirs heureux avec sa mère, semblait désormais être un territoire interdit et effrayant. Anna se déplaçait comme un petit fantôme entre les placards, ses doigts tremblants touchant les poignets avec une extrême précaution. Le bruit de sa propre respiration semblait assourdissant dans le silence de la nuit. Elle ouvrit le premier placard et ne trouva que des assiettes et des tasses. « Catherine a dû cacher toute la nourriture », murmura-t-elle pour elle-même, la voix chargée de frustration. « Elle pense toujours à tout, elle pense toujours à tout ?» Avec une détermination née du désespoir, Anna continua sa recherche, chaque tiroir, chaque porte de placard représentant un nouvel espoir, rapidement suivi de déception. Finalement, en haut d'une étagère, elle aperçut une boîte de biscuits. Aussi silencieusement que possible, elle tira une chaise pour essayer d'atteindre l'objet de son désir. Ses doigts effleurèrent à peine le bord de la boîte lorsqu'un bruit la fit se figer. « Tu cherches quelque chose, petite rate ?» La voix de Catherine transperça le silence comme une lame. « Ou devrais-je dire, petite voleuse ?» La frayeur fit perdre l'équilibre à Anna, la chaise vacilla dangereusement et elle tomba par terre dans un bruit sourd, tandis que la boîte de biscuits tombait également, éparpillant son contenu sur le sol de la cuisine. Catherine restait immobile à la porte, son peignoir de soie flottant légèrement dans la brise nocturne provenant de la fenêtre. Ses yeux verts brillaient d'une satisfaction cruelle dans la pénombre.
C'est donc ainsi que tu me remercies pour toute ma générosité, demanda-t-elle en s'approchant, d'un pas lent et délibéré, en mettant le désordre dans ma cuisine immaculée en plein milieu de la nuit. Anna essaya de se relever, mais ses jambes tremblaient trop. Les biscuits cassés l'entouraient comme des preuves d'un crime. Des larmes commencèrent à couler sur son visage lorsqu'elle vit Catherine sortir quelque chose de la poche de son peignoir, une vieille clé rouillée. « Sais-tu ce que c'est, ma chère ?» demanda Catherine en faisant balancer la clé devant les yeux écarquillés de la fillette. « C'est la clé de ta nouvelle pièce spéciale. » D'un geste brusque, Catherine saisit le bras d'Anna, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la peau tendre de l'enfant. Elle la traîna à travers les couloirs sombres de la maison, descendant un escalier qu'Anna n'avait jamais remarqué auparavant. L'air devenait de plus en plus froid et humide à chaque marche qu'il descendait. « S'il vous plaît, Madame Catherine, je suis désolée, » implora Anna, sa voix tremblante, « j'avais juste tellement faim. » La réponse fut un rire bas et cruel. « La faim ? Tu ne sais pas encore ce qu'est la faim, ma chère, mais tu apprendras. » Le sous-sol était un grand espace sombre, avec seulement une petite fenêtre grillagée près du plafond. De vieux cartons et des meubles couverts de draps poussiéreux projetaient des ombres menaçantes sur les murs de pierre. Catherine poussa Anna à l'intérieur avec force, la faisant trébucher et tomber sur le sol froid. « C'est ici que les enfants désobéissants restent jusqu'à ce qu'ils apprennent à se comporter, » dit-elle d'une voix maintenant imprégnée d'une douceur fausse. « J'espère que tu apprendras ta leçon rapidement. » Le son de la lourde porte en bois se refermant résonna dans le sous-sol comme une sentence finale. Anna courut jusqu'à la porte, frappant de ses petits poings contre la surface rugueuse. « S'il vous plaît, ne me laissez pas ici !» cria-t-elle, la panique montant dans sa voix. « Il fait noir, il y a des rats. » De l'autre côté, elle entendit Catherine rire. « Des rats ? Eh bien, je pensais que tu les aimais, puisque tu agis comme l'un d'eux. » Les heures s'étiraient dans l'obscurité, chaque minute semblant une éternité. Anna s'était recroquevillée dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine pour essayer de se réchauffer. Le froid du sous-sol pénétrait jusqu'à ses os, et les bruits étranges venant des ombres la faisaient trembler de peur. « Maman » murmura-t-elle à plusieurs reprises, comme un mantra, « s'il te plaît, aide-moi, fais que ça s'arrête. » Le bruit de pas à l'étage fit lever la tête d'Anna. C'était le matin, elle pouvait le voir à la faible lumière qui passait par la fenêtre grillagée. Des voix commencèrent à résonner à travers le plafond, son père s'était réveillé. « Michael, chéri » la voix de Catherine était lourde de fausse inquiétude, « je ne trouve Anna nulle part. J'ai cherché partout dans la maison. » Pressant son oreille contre le mur, Anna écouta la conversation qui se déroulait au-dessus. « Comment ça, elle est introuvable ?» La voix de son père semblait alarmée. « Elle doit se cacher quelque part, en train de jouer. » Catherine sanglota théâtralement. « Oh Michael, et si elle s'était enfuie ? J'ai été si patiente, essayant d'être une bonne mère pour elle, mais parfois, j'ai l'impression qu'elle me déteste. » Le cœur d'Anna battait à tout rompre tandis qu'elle écoutait les pas précipités de son père à travers la maison, appelant son nom. Rassemblant tout son courage, elle se mit à crier « Papa! Papa! Je suis ici, en bas !» Mais le sous-sol était trop profond, et ses mots semblaient se perdre dans l'épaisseur des murs de pierre. La voix de Catherine continuait son spectacle au-dessus, « Je vais appeler la police, chérie. Une enfant seule dans les rues peut être en grand danger. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'Anna en entendant Catherine manipuler son père avec des mensonges. Son estomac se tordait de faim, et le froid du sous-sol semblait s'insinuer jusqu'au plus profond de ses os. « Pourquoi me déteste-t-elle autant ?» pensa-t-elle en posant sa tête sur ses genoux. « Que je fais de mal ?» Dans l'obscurité du sous-sol, Anna commençait à comprendre que sa vie avait changé pour toujours. Le son des voix inquiètes au-dessus, son père désespéré et Catherine feignant la détresse, résonnait comme une sinistre symphonie, marquant le début de son cauchemar. « Elle va me laisser mourir de faim ici », pensa Anna, sentant une vague de panique l'envahir, et papa ne saura jamais la vérité. Le temps semblait suspendu dans cet endroit sombre et glacial. Anna entendait le mouvement de la maison au-dessus. Des portes claquaient, des téléphones sonnaient, des gens allaient et venaient. Catherine avait transformé sa disparition en un parfait spectacle. « Il faut la retrouver, Michael », sa voix larmoyante résonnait à travers le plafond. « Notre petite princesse doit être tellement effrayée. » Comme un petit animal en cage, Anna se déplaça dans le sous-sol, cherchant une issue. Ses petites mains glissaient le long des murs humides, ses yeux essayant de s'habituer à l'obscurité suffocante. Chaque bruit, chaque ombre la faisait sursauter. « Si je parviens à sortir d'ici, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « plus jamais personne ne croira Catherine. »
je dirai tout à papa. Le grincement de la porte du sous-sol fit reculer Anna encore plus dans son coin. La lumière provenant des escaliers révéla la silhouette élégante de Catherine, descendant les marches avec une expression triomphante sur le visage. « Dieu merci, je l'ai trouvé, oh, je l'ai trouvé !» cria-t-elle vers le haut des escaliers, sa voix mélodieuse teintée d'un faux soulagement. Elle était ici, tout le temps, la pauvre. « Vite, descends !» Le claquement de ses talons résonnait sur le sol en pierre alors qu'elle approchait d'Anna. Dans un murmure menaçant, elle ajouta « Voyons maintenant qui ton père va croire, petite peste. » Le bruit des pas précipités de Michael descendant les escaliers remplit l'espace. En voyant sa fille recroquevillée dans un coin, il courut vers elle, le visage partagé entre le soulagement et l'inquiétude. « Mon Dieu, Anna, que fais-tu ici? Nous étions tous si inquiets. » Avant que Catherine ne puisse intervenir, Anna se jeta dans les bras de son père, les mots déferlant « Papa, Catherine m'a enfermée ici. Elle ne me laisse pas manger, elle jette ma nourriture, elle est méchante. » Un silence pesant s'abattit dans le sous-sol. Catherine porta ses mains à son visage, des larmes commençant à couler sur ses joues parfaitement maquillées. « Comment peux-tu dire ça, ma chérie ?» Sa voix tremblait, imitant parfaitement la douleur. « Après tout ce que j'ai fait pour nous rapprocher, Michael, j'essaie si fort, mais elle me déteste. » Michael s'éloigna légèrement d'Anna, son visage se durcissant en regardant sa fille. « Je n'arrive pas à croire que tu inventes ces mensonges, Anna, dit-il d'une voix lourde de déception. Catherine fait tant d'efforts pour être une bonne mère pour toi. » La petite tenta de protester, mais les mots moururent dans sa gorge en voyant l'expression de son père. « Mais, papa, c'est vrai. Elle m'a enfermée ici, elle. » Catherine l'interrompit, sa voix plus ferme maintenant. « Mon amour, je comprends, c'est naturel qu'elle se sente jalouse, après avoir perdu sa mère si jeune et maintenant en me voyant avec toi. » Elle s'approcha d'Anna, posant une main sur son épaule avec une force déguisée en affection. « Mais inventer de telles histoires horribles, cela, nous ne pouvons pas le tolérer. » Le visage de Michael se teinta de colère. « Monte dans ta chambre, Anna, maintenant, » ordonna-t-il en désignant les escaliers, « et n'en sors pas tant que tu n'auras pas appris à respecter Catherine. » La petite monta les marches en titubant, des larmes brouillant sa vision. Derrière elle, elle entendait Catherine pleurer et son père la consoler. « Je suis désolé pour ça, ma chérie. Je vais avoir une conversation sérieuse avec elle plus tard. » Enfermée dans sa chambre, Anna entendit la voix de Catherine à travers la porte. « Tu vois, chérie, ton père ne te croira jamais maintenant. C'est juste toi et moi, et les choses vont empirer. » Le rire doux de Catherine résonna dans le couloir, laissant Anna trembler sur son lit. « Comment vais-je survivre ?» pensa-t-elle en serrant son ours en peluche contre elle. « Personne ne me croit, personne ne peut m'aider maintenant. » La nuit tomba sur le manoir Montclair, apportant avec elle un silence lourd et oppressant. Dans la chambre sombre, Anna resta éveillée, repassant les événements de la journée dans son esprit. Les mots durs de son père résonnaient dans ses oreilles, mêlés au rire victorieux de Catherine. « Maman, murmura-t-elle dans le noir, que dois-je faire maintenant? Comment puis-je faire voir la vérité à papa ?» Une semaine après l'incident du sous-sol, Catherine entra dans la chambre d'Anna, portant une pile de draps vieux et fanés. Le sourire sur son visage fit frémir la petite, car elle avait déjà appris que chaque nouveau sourire de Catherine annonçait un autre supplice à venir. D'un geste brusque, la belle-mère arracha les couvertures du lit d'Anna et les jeta dans un coin. « Désormais, tu dormiras dans la chambre des domestiques, » annonça-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. « Mais puisque nous n'avons plus de domestiques pour le moment, tu dormiras par terre. Les petites princesses gâtées doivent apprendre leur place. » La chambre des domestiques était un réduit à l'arrière de la maison, avec des murs écaillés et une odeur de renfermé qui faisait éternuer Anna. Catherine la poussa à l'intérieur, étalant les vieux draps sur le sol en ciment froid. La minuscule pièce n'avait pas de fenêtre, seulement une faible lampe clignotante au plafond, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. « Bienvenue dans ton nouveau palais, princesse », ricana Catherine en claquant la porte. « J'espère que les rats seront de bons compagnons pour toi. » Les heures s'écoulèrent lentement dans cet espace claustrophobe, où le seul bruit était le gargouillement de l'estomac d'Anna. Catherine avait réduit ses repas à un simple morceau de pain dur par jour et une tasse d'eau. La petite fille sentait ses vêtements devenir de plus en plus lâches, son corps fragile s'affaiblissant jour après jour. Pendant les nuits, recroquevillée sur les draps rugueux, elle se murmurait à elle-même « Je dois rester forte. » Maman disait toujours qu'après la tempête vient le soleil. Mais combien de temps dure une tempête ? Des mois plus tard, par un matin particulièrement froid, Catherine entra dans la pièce. «
portant une grande paire de ciseaux étincelants. Ses yeux brillaient de satisfaction cruelle en s'approchant d'Anna, qui tenta de se reculer dans le coin le plus éloigné de la pièce. « Viens ici, ma chérie », appela Catherine avec une douceur feinte. « Il est temps de faire quelque chose pour ses cheveux indisciplinés. Je ne peux pas laisser la fille de mon mari ressembler à une sauvage. » D'un geste rapide, elle attrapa les longs cheveux noirs d'Anna, que sa mère avait tant admirés. Les ciseaux commencèrent leur travail impitoyable, coupant les mèches de manière irrégulière et brutale. Les mèches noires tombèrent autour d'Anna comme des larmes sombres, tandis que Catherine murmurait « Voilà, ça commence à montrer ta véritable nature, une mendiante, un rien du tout. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de la fillette, tandis qu'elle voyait ses belles boucles détruites. « Maman disait toujours que mes cheveux étaient comme les siens, » pensa Anna, ressentant chaque coup de ciseau comme un coup au cœur. Maintenant, j'ai aussi perdu ce souvenir d'elle. Après avoir terminé, Catherine sortit une pile de vieux vêtements déchirés, probablement ramassés dans les poubelles. « Mais ça, » ordonna-t-elle en jetant les haillons aux pieds d'Anna. « Tes robes de princesse ne te vont plus. » Les vêtements étaient trop grands, sales, et dégageaient une odeur infecte. Anna les enfila d'une main tremblante, se sentant de plus en plus petite sous ses guenilles informes. Le reflet dans le miroir fissuré du mur montrait une enfant méconnaissable, mince, pâle, avec des cheveux inégalement coupés, habillée comme une mendiante. Catherine observa la transformation avec une satisfaction évidente. « Voilà, ton apparence correspond enfin à ta vraie nature, » dit-elle avec un rire. « Voyons ce que ton père pense de ta nouvelle phase rebelle. » Michael, qui passait de plus en plus de temps dans son bureau, ne reconnut presque pas sa fille en la voyant. Son visage, déjà pâle en raison de la maladie qui le consumait, devint encore plus livide en apercevant Anna. « Qu'est-il arrivé à toi ?» demanda-t-il d'une voix faible, choquée. Avant qu'Anna ne puisse répondre, Catherine apparut, son visage marqué d'une fausse inquiétude. « Oh, Michael, chérie, elle traverse une phase très difficile, » soupira-t-elle dramatiquement. « Elle se coupe les cheveux, elle déchire tous les jolis vêtements que je lui donne. C'est juste une crise de rébellion. » Le cœur d'Anna se serra en voyant son père, de plus en plus malade, ses mains tremblant constamment maintenant, et des cernes marquant la peau sous ses yeux. « Papa, s'il te plaît » tenta-t-elle, la voix étranglée par les larmes, « ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Michael secoua seulement la tête, trop déçu pour argumenter. « Catherine fait tant d'efforts pour t'aider, ma fille, » murmura-t-il, en toussant. « Pourquoi ne veux-tu pas la laisser ?» Les nuits dans les quartiers des domestiques devinrent un tourment encore plus grand. Le froid s'infiltrait à travers les haillons qu'Anna portait désormais, et les bruits de la vieille maison semblaient plus menaçants que jamais. Allongée sur le sol dur, elle pouvait entendre la voix de Catherine et celle de son père à l'étage. Celle de Catherine, toujours douce et attentionnée. Il s'affaiblit et devient plus distant chaque jour. Il est en train de mourir, pensa Anna, en serrant ses genoux contre sa poitrine, et il n'y a rien que je puisse faire pour l'empêcher. Chaque matin apportait de nouvelles humiliations. Catherine faisait un point d'honneur à parader Anna devant les visiteurs, comme si elle était la preuve de son infinie patience envers un enfant difficile. « Voyez comme j'essaie de l'aider », disait-elle aux amis qui venaient prendre le thé, mais elle refuse de se comporter comme une jeune fille convenable. Les femmes hochaient la tête en signe de sympathie tandis qu'Anna restait dans un coin, vêtue de ses haillons, se sentant de plus en plus invisible. Le miroir brisé devint son seul confident. Chaque soir, avant de s'allonger sur le sol glacé, Anna regardait son reflet fragmenté et se murmurait des promesses. « Un jour, je prouverai la vérité. Un jour, papa verra qui elle est vraiment. » Mais chaque jour qui passait rendait cet espoir plus lointain, alors que la santé de son père se détériorait et que Catherine prenait un contrôle absolu sur la maison. Dans ces moments de solitude, Anna commença à remarquer des changements subtils chez son père. Ce n'était pas seulement les tremblements ou la pâleur, il y avait quelque chose dans ses yeux, un vide grandissant qui lui faisait plus peur que toutes les cruautés de Catherine. Lors d'un dîner particulièrement silencieux, elle le regarda à peine touché à son repas, ses mains tremblant tellement qu'il pouvait à peine tenir ses couverts. « Il est en train de disparaître », pensa-t-elle avec une boule dans la gorge, et Catherine sourit de plus en plus. Les jours s'écoulaient dans une routine de faim et d'humiliation. Catherine semblait prendre un plaisir particulier à confier à Anna des tâches ménagères impossibles, uniquement pour pouvoir la punir quand elle échouait. « Nettoie toute la maison avant la nuit », ordonnait-elle le matin, sachant qu'il serait impossible pour une enfant de 7 ans d'accomplir cette tâche. Et le soir, lorsqu'elle trouvait inévitablement une faute, elle souriait de son sourire cruel. « Pas de dîner ce soir, chose inutile. Peut-être demain apprendras-tu à bien faire. »
La dernière pensée d'Anna avant de s'endormir ce soir-là fut une prière silencieuse. S'il vous plaît, quelqu'un doit voir la vérité, quelqu'un doit sauver mon père avant qu'il ne soit trop tard. À l'étage, elle entendait la toux de Michael devenir de plus en plus forte, tandis que le rire mélodieux de Catherine résonnait dans les couloirs vides du manoir. La nuit était déjà tombée lorsque des voix élevées s'échappèrent du bureau de son père. Rampant silencieusement le long du couloir sombre, Anna approcha de la porte entr'ouverte, d'où une bande de lumière se projetait sur le tapis. Catherine criait, sa voix normalement mélodieuse transformée en quelque chose de dur et de sauvage. « Comment as-tu pu me tromper ainsi, Michael ? Tout ce temps, tout ce maudit temps !» Le bruit de papier jeté résonna dans la pièce, suivi par le bruit sourd des tiroirs arrachés et vidés violemment. La voix faible de Michael parvenait à peine à s'élever au-dessus de la fureur de Catherine. « Chérie, je peux expliquer, les affaires allaient mal avant que tu ne viennes ici, mais je pensais que nous pourrions nous en remettre. » Ces paroles furent coupées par le bruit d'un verre qui se brisait. Anna sursauta en entendant le rire hystérique de sa belle-mère. « Te remettre ? Te remettre ? Tu es ruiné depuis des années. Ce manoir est hypothéqué, tous tes comptes sont à découvert. Moi, j'ai épousé un raté. » Anna regarda, paralysée, à travers l'entrebâillement de la porte, tandis que Catherine arrachait furieusement les livres des étagères, les jetant par terre comme s'ils n'étaient rien. Ses yeux verts, toujours si contrôlés, brillaient maintenant d'une fureur sauvage. Dans ses mains, les papiers et documents étaient déchirés en lambeaux, flottant dans l'air comme de la neige sale. « J'ai tout vérifié sur toi avant le mariage, hurla-t-elle en donnant un coup de pied dans une pile de livres. Ta réputation, ton statut social, tout des mensonges. Tu m'as vendu une illusion. » Un cadre photo vola à travers la pièce, heurtant le mur près de la porte où Anna jetait un coup d'œil. C'était une photo de son 5e anniversaire, sa mère encore en vie, tout le monde souriant. Le verre se brisa et Catherine écrasa la photo avec ses talons hauts, défigurant les visages souriants. « Je pensais avoir trouvé un homme riche et puissant, » continua-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. « À la place, j'ai épousé un veuf fauché et sa fille inutile. » Michael tenta de se lever de sa chaise, son visage pâle et ses mains tremblantes plus marquées que d'habitude. « Catherine, s'il te plaît, pense à Anna. » Ces mots ne firent qu'attiser la colère de la femme, qui arrachait désormais les rideaux des fenêtres. « Anna ? Cette morveuse est comme toi, un poids mort. J'ai passé des mois à essayer de me débarrasser d'elle, et maintenant je découvre qu'il n'y avait rien à hériter. » Avec des gestes frénétiques, Catherine commença à déchirer chaque photo de famille qu'elle trouvait, détruisant chaque souvenir heureux qu'Anna possédait encore. Des photos de sa mère, des photos de vacances, des moments précieux, tous réduits en lambeaux sous les ongles parfaitement manucurés de Catherine. « Regarde ça !» cria-t-elle en déchirant photo après photo. « Ta famille parfaite, ta vie parfaite, tout des mensonges. » Le bureau autrefois organisé et élégant ressemblait maintenant à un champ de bataille. Des livres déchirés, des papiers éparpillés, des meubles renversés. La destruction était totale. Catherine saisit un lourd globe en cristal, un cadeau que Michael avait reçu dans ses jours de prospérité, et le lança contre la bibliothèque. Le fracas fut assourdissant, et des éclats de cristal se dispersèrent sur le tapis comme des diamants brisés. Michael se dirigea chancelant vers Catherine, son visage contorsionné par la douleur et le désespoir. « S'il te plaît, arrête, ce sont les souvenirs de ma fille. » Sa voix faible peinant à couvrir le bruit de la destruction. Catherine se tourna vers lui, ses cheveux en désordre et son visage normalement parfait déformé par la colère. « Des souvenirs ? Je vais te donner quelque chose dont tu te souviendras. » D'un geste violent, elle arracha le dernier portrait intact du mur, une photo du mariage de Michael avec la mère d'Anna. Le verre se brisa lorsqu'elle le jeta par terre, ses talons transperçant sans pitié les visages souriants. « Voilà ce que je pense de ta précieuse famille. » hurla-t-elle en piétinant les restes de la photo. « Voilà ce que je pense de tous tes mensonges. » C'est à ce moment-là que Michael porta la main à sa poitrine, son visage soudain déformé par une expression de douleur. Anna vit son père vaciller, renversant une lampe en tentant de s'appuyer sur la table. Ses yeux étaient grands ouverts de douleur, et sa respiration venait par saccades désespérées. « Papa !» cria-t-elle, révélant enfin sa présence en poussant la porte. Catherine suspendit sa destruction un instant, observant avec un sourire cruel tandis que Michael s'effondrait au sol, toujours agrippé à sa poitrine. « Comme c'est approprié », murmura-t-elle, sa voix reprenant un ton alarmant de normalité. « Le grand final que tu mérites. » Anna courut vers son père, ses petites mains s'efforçant de le soutenir alors qu'il s'écroulait. Le corps de Michael convulsait violemment,
ses yeux roulant en arrière tandis qu'il luttait pour respirer. Anna criait à l'aide, ses larmes tombant sur le visage de plus en plus pâle de son père. Catherine resta là, observant la scène avec un calme inquiétant, comme si elle assistait à une pièce de théâtre particulièrement captivante. Michael parvint à lever une main tremblante vers sa fille, ses lèvres bougeant dans une tentative désespérée de parler. Murmura-t-il faiblement avant que ses yeux ne se ferment et que son corps ne devienne complètement inerte. Le cri d'Anna résonna dans tout le manoir, un cri de terreur et de désespoir si intense qu'il fit vibrer les fenêtres. Au milieu du chaos du bureau détruit, parmi les éclats de verre et les souvenirs brisés, Catherine se déplaça finalement avec des pas calmes. Elle prit le téléphone et composa un numéro, sa voix désormais parfaitement contrôlée et empreinte de larmes résonna dans le combiné. « Allô, urgence ? Venez vite, mon mari ? Je crois qu'il a eu une crise cardiaque. » Anna resta agenouillée près de son père inconscient, entourée par les débris de sa vie brisée, tandis que le son des sirènes commençait à se faire entendre au loin. Le sourire satisfait de Catherine, reflété dans les morceaux de verre brisés d'un des cadres, serait une image qui entrait Anna à jamais. L'odeur de désinfectant et de médicaments imprégnait l'air du couloir de l'hôpital où Anna était assise, ses pieds nus se balançant sans toucher le sol. Cela faisait 3 jours que son père avait été admis, et elle n'avait toujours pas pu le voir. Catherine restait constamment en garde devant la porte de la chambre, ses talons résonnant sur le sol en vinyle alors qu'elle tournait comme un vautour, empêchant toute tentative d'approche de la fillette. « Tu as déjà causé assez de problèmes, » murmurait-elle lorsque les médecins n'étaient pas là. « Ton père est dans le coma à cause de toi, petite briseuse de foyer. » Les médecins passaient rapidement, leur dossier rempli de notes qu'Anna ne pouvait comprendre. Chaque fois qu'elle tentait de poser des questions sur l'état de son père, Catherine apparaissait comme par magie, sa voix mélodieuse interrompant toute possibilité de communication. « Oh, docteur, elle est si bouleversée, » disait-elle en posant une main sur l'épaule d'Anna avec une force qui lui faisait mal, « il vaut mieux éviter de lui en parler, elle a déjà causé assez de traumatisme à son père. » Durant les longues heures d'attente, Anna observait le mouvement de l'hôpital à travers les larmes brouillant sa vue. Les infirmières entraient et sortaient de la chambre de son père, transportant des plateaux de médicaments et d'équipements. À un moment, elle surprit un des médecins commentant la résistance étrange de Michael au traitement. « C'est comme si les médicaments n'avaient aucun effet, » dit-il, fronçant les sourcils en regardant ses notes, comme s'il prenait de l'eau à la place du médicament. Les mots du médecin ravivèrent un souvenir chez Anna, toutes ces nuits où elle avait vu Catherine manipuler les médicaments de son père, échanger les pilules entre différents flacons. Son cœur se mit à battre plus fort, tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ce ne sont pas seulement les médicaments de l'hôpital, pensa-t-elle, un frisson parcourant son échine, elle fait ça depuis des mois. Une nuit, alors que l'activité dans l'hôpital s'apaisait et que Catherine était partie chercher un café, Anna saisit l'opportunité de se faufiler silencieusement dans le couloir désert. Elle glissa furtivement dans la chambre de son père. La vue de Michael, connecté à diverses machines, des tubes sortant de ses bras et un respirateur couvrant son visage, lui déchira le cœur. « Papa » chuchota-t-elle en tenant sa main froide, « s'il te plaît, réveille-toi, il faut que je te dise la vérité. » Près du lit, une petite table contenait plusieurs flacons de médicaments. Anna les examina un par un, se rappelant comment sa mère, qui était infirmière, lui expliquait les différents médicaments. L'un des flacons attira son attention. La couleur des pilules était différente de ce qu'elle se souvenait avoir vu à la maison. De ses doigts tremblants, elle ouvrit le flacon et en sortit une pilule, la comparant à une autre qu'elle trouva dans le manteau de Catherine, posée sur la chaise. Le bruit de talons dans le couloir fit rapidement se cacher Anna derrière un paravent. Catherine entra dans la chambre, fermant silencieusement la porte derrière elle. Avec des gestes précis, elle commença à échanger les pilules des flacons de l'hôpital avec celles qu'elle avait dans son sac à main. « Dors bien, mon cher », murmura-t-elle avec une douceur fausse. « Bientôt, très bientôt, toute cette souffrance sera terminée. » Le cœur d'Anna battait si fort qu'elle craignait que Catherine ne l'entende depuis sa cachette. Elle regarda avec horreur sa belle-mère remplacer méthodiquement chaque médicament. Les pilules originales disparaissaient dans un petit sac en plastique, tandis que des faux médicaments prenaient leur place. « Encore quelques jours », chuchota Catherine au corps inconscient de Michael, « et toute ta fortune, ou ce qu'il en reste, sera à moi. » Un mouvement soudain de Michael sur le lit fit reculer Catherine rapidement. Un instant, il sembla qu'il allait se réveiller, ses doigts frémissant légèrement. Anna retint son souffle, attendant et priant pour que son père ouvre les yeux. Mais il ne laissa échapper qu'un profond soupir avant de retrouver son immobilité.
Catherine laissa échapper un rire doux et cruel qui fit frissonner Anna. Même dans tes derniers moments, tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien, n'est-ce pas, Michael? Quand Catherine quitta finalement la chambre, Anna attendit quelques minutes avant de sortir de sa cachette. Avec précaution, elle prit une des pilules originales que sa belle-mère avait jetées, la glissant dans la poche de sa robe en haillons. C'était la preuve dont elle avait besoin, petite mais concrète, de la méchanceté de Catherine. « Je vais te sauver, papa », promit-elle dans un murmure en embrassant le front froid de Michael. « Je ne la laisserai plus te faire de mal. » Dans le couloir, Anna pouvait entendre Catherine parler au médecin, sa voix empreinte d'une fausse inquiétude. « Je ne comprends pas pourquoi il ne réagit pas au traitement, docteur. Je fais tout exactement comme prescrit. » La fillette serra la pilule dans sa poche, sentant des larmes de colère lui brûler les yeux. « Tu es un monstre, pensa-t-elle en regardant sa belle-mère agir, mais maintenant je connais la vérité. » Le reste de la nuit s'étira comme une éternité. Anna resta assise dans son fauteuil dans le couloir, tenant fermement la preuve du crime de Catherine dans sa poche. Chaque fois qu'une infirmière entrait dans la chambre pour administrer les faux médicaments, elle sentait son cœur se serrer. « Comment faire pour que quelqu'un me croie ?» pensa-t-elle désespérément. Qui croira une enfant face à une adulte si convaincante? À travers la fenêtre de l'hôpital, Anna regardait les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Quelque part dehors, y avait-il quelqu'un qui pourrait l'aider, quelqu'un qui verrait à travers le masque parfait de Catherine? Les mots de sa mère lui revinrent en mémoire, « La vérité trouve toujours son chemin, mon amour, même dans les nuits les plus sombres, il y a une lumière qui attend de briller. » Le son du moniteur cardiaque de Michael marquait un rythme constant et faible, comme une horloge comptant les précieuses secondes restantes. Anna savait qu'elle devait agir vite, chaque minute qui passait était une minute où son père recevait de faux médicaments, au lieu de ceux qui pourraient le sauver. Dans sa poche, la petite pilule semblait brûler comme une braise, lui rappelant constamment la terrible vérité qu'elle venait de découvrir. Un mouvement dans la chambre attira son attention. Catherine mettait quelque chose dans son sac à main. Par la porte entr'ouverte, Anna vit un flacon tomber et rouler sous le lit. Sa belle-mère, trop occupée à discuter avec une infirmière, ne le remarqua pas. C'était sa chance. Demain, pensa Anna, son petit corps tremblant de détermination, demain je trouverai quelqu'un qui pourra m'aider. Il doit bien y avoir quelqu'un qui me croira. La nuit tardive à l'hôpital était silencieuse, seulement rompue par le bip constant des moniteurs cardiaques et le murmure lointain de pas dans le couloir. Anna avait réussi à se faufiler dans la chambre de son père lorsque Catherine, enfin épuisée, était rentrée chez elle pour se changer. La fillette tenait la main froide de Michael dans la sienne, observant son visage pâle et immobile sous la lumière blafarde du néon. « Papa » chuchotait-elle, comme une prière répétée. « Ne me laisse pas seule, ne me laisse pas avec elle. » Un léger mouvement des doigts de Michael fit bondir le cœur d'Anna. Ses paupières, longtemps fermées, commencèrent à frémir légèrement. La petite fille serra plus fort la main de son père, se penchant sur le lit. Le moniteur cardiaque montrait un changement de rythme, les bips devenant plus fréquents. Lentement, douloureusement, Michael ouvrit les yeux, son regard flou essayant de se poser sur le visage de sa fille. « Alix, tia !» Sa voix n'était guère plus qu'un murmure rauque. « Ma petite princesse ?» Des larmes coulèrent sur le visage d'Anna alors qu'elle essayait de maîtriser son émotion. Elle aida doucement son père à boire un peu d'eau. Michael semblait lutter pour garder les yeux ouverts, mais son regard était rempli d'amour alors qu'il fixait le visage de sa fille. « Pardonne-moi » murmura-t-il, la voix étranglée. « J'aurais dû mieux te protéger, j'aurais dû voir. » Une quinte de toux interrompit ces mots, faisant trembler son corps frêle sur le lit d'hôpital. Anna tenait fermement sa main, comme si elle pouvait le garder près d'elle grâce à ce contact. « Ne dis rien, papa » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. « Reste juste avec moi, s'il te plaît. Je t'aime tellement. » Michael serra la main d'Anna avec une force soudaine, son regard désormais complètement fixé sur elle. « Tu es comme ta mère » dit-il, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres pâles. « Si forte, si courageuse. » Catherine fait. Sa voix commençait à faiblir, et une expression de panique traversa son visage. Le bruit de talons dans le couloir fit geler Anna sur place. Michael l'entendit aussi, son visage se contorsionnant d'angoisse. « Ma fille » murmura-t-il avec urgence. « Sois forte, ta mère, elle sera toujours. » Ces mots furent coupés par une nouvelle quinte de toux, plus violente que la précédente. « Ma fille, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Catherine, elle... » Le moniteur cardiaque se mit à émettre des bips plus rapides, son rythme erratique résonnant dans la pièce.
Catherine apparut à la porte comme une sinistre apparition, son visage affichant un masque de fausse inquiétude. « Michael, mon cher, tu es réveillé ?» Sa voix mélodieuse portait une note d'alarme à peine dissimulée. D'un mouvement rapide, elle s'approcha du lit, repoussant Anna. « Que fais-tu ici, sale gamine? Veux-tu achever ton père ?» Les yeux de Michael s'agrandirent en voyant Catherine, une expression de terreur envahissant son visage pâle. Il tenta d'atteindre Anna, ses doigts faibles cherchant sa fille dans l'air. « Ma petite » parvint-il à dire, sa voix presque inaudible. « Pardonne-moi, je t'aime. » Le moniteur cardiaque émit un son continu et strident, sa ligne ondulante désormais parfaitement plate. « Non, non, non » cria Anna, essayant de rejoindre son père, mais Catherine la retenait avec force. « Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas. Papa !» Les médecins se précipitèrent dans la pièce, initiant les procédures de réanimation. Anna regardait, horrifiée, ses jambes fléchissant sous elle tandis que les médecins tentaient de ramener son père. Chaque seconde semblait une éternité, chaque tentative ratait un coup de poignard dans son cœur. « S'il te plaît, Dieu, sanglota-t-elle, ne prends pas mon père aussi. » Mais le son monotone du moniteur ne changea pas. « Heure du décès » annonça l'un des médecins d'une voix grave et professionnelle. Anna sentit son monde s'effondrer. Un cri de pure agonie échappa de ses lèvres alors qu'elle se jetait sur le corps sans vie de son père, ses petites mains agrippant le tissu froid de sa blouse d'hôpital. Catherine, jouant son propre numéro de chagrin, ordonna aux infirmières de sortir Anna. La fillette se débattit, cria, mais elle était trop petite, trop faible. Ses derniers mots pour son père se perdirent dans ses sanglots. « Ne me laisse pas seule, papa, s'il te plaît, ne me laisse pas avec elle. » Dans le couloir, Anna s'effondra, son petit corps secoué de sanglots incontrôlables. Les derniers mots de son père résonnaient dans son esprit, il avait essayé de l'avertir de quelque chose, tenté de la protéger une dernière fois. Mais maintenant, elle était seule, complètement seule avec le monstre qui avait détruit sa famille. À travers ses larmes, elle aperçut le sourire furtif de satisfaction sur le visage de Catherine, qui arrangeait efficacement les procédures. Les jambes d'Anna se dérobèrent complètement, et elle glissa contre le mur, serrant ses genoux contre sa poitrine. « Maman, murmura-t-elle dans le vide, prends soin de papa maintenant et aide-moi à survivre. » Le soleil se leva à l'horizon, indifférent à la douleur qui déchirait le cœur de la petite Anna. Dans quelques heures, elle serait obligée de retourner chez elle, avec Catherine, au manoir qui avait autrefois été son refuge et qui serait désormais sa prison. Mais en cet instant, assise dans le froid du couloir de l'hôpital, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer la perte du dernier pilier de son monde, le dernier vestige d'amour et de sécurité qu'elle avait connu. 3 jours après les funérailles de Michael, Catherine entra dans la chambre des domestiques où Anna était recroquevillée sur ses haillons. La femme portait une élégante robe noire, son expression de deuil remplacée par un sourire cruel. « Mais ça » ordonna-t-elle en jetant un vieux manteau à la fillette qui serrait son ours en peluche, comme si cela pouvait lui apporter du réconfort. « Nous allons faire une petite promenade. » Anna observa le visage de sa belle-mère, un frisson lui parcourant l'échine en voyant l'éclat malveillant dans ses yeux verts. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. Mais Catherine ne fit que rire. « Tu le sauras bientôt, ma chérie. » La voiture glissa silencieusement à travers les rues de la ville, quittant les quartiers familiers pour entrer dans des zones de plus en plus sombres et désertes. Anna regardait par la fenêtre embuée, voyant les bâtiments élégants céder la place à des structures abandonnées et des ruelles sombres. Son cœur battait de plus en plus vite et elle serra son petit ours en peluche, dernier souvenir qu'elle avait pu emporter de sa chambre. « Papa » pensa-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, « pourquoi m'as-tu laissé seule avec ce monstre ?» Catherine conduisait avec un calme inquiétant, fredonnant doucement alors qu'elle s'éloignait de plus en plus de la civilisation. Les lumières de la ville s'éteignaient derrière elle, et l'obscurité semblait avaler la voiture. « Tu sais, Anna, dit Catherine sans détourner les yeux de la route, ton père était un imbécile jusqu'à la fin. Il est mort en croyant que je me souciais réellement de toi, pathétique. » Ces mots étaient comme des coups de couteau dans le cœur déjà brisé de la petite fille. « Pourquoi nous détestes-tu autant » murmura Anna. Mais la seule réponse fut un autre rire cruel. La voiture s'arrêta brusquement dans une rue déserte, entourée de bâtiments abandonnés, éclairée seulement par la faible lumière d'un lampadaire lointain. Catherine coupa le moteur et se tourna vers Anna avec un sourire qui fit frissonner la fillette. « Nous y sommes, princesse, ton nouveau palais t'attend. » D'un geste brusque, elle sortit de la voiture et ouvrit la porte passager, attrapant Anna par le bras avec une force suffisante pour laisser des marques.
L'air froid de la nuit était comme des couteaux alors que Catherine traînait Anna hors de la voiture. La fillette trébucha, tombant sur l'asphalte rugueux, son ours en peluche roulant au loin. « Puisque tu veux tellement être une mendiante, dit Catherine en donnant un coup de pied dans le jouet pour l'éloigner, voici ta chance. Cela correspondra parfaitement à tes vêtements et à tes cheveux hideux. » Anna tenta de se relever, ses mains éraflées saignant légèrement. « S'il te plaît, supplia-t-elle, la voix tremblante, ne me laisse pas ici. » Catherine ne fit que sourire, ajustant ses gants en cuir avec des mouvements délibérés. « Oh, mais c'est l'endroit parfait pour toi, ma chérie. Ici, personne pour entendre tes mensonges, personne pour te manipuler comme tu l'as fait avec ton père. » Le son des talons de Catherine résonna sur l'asphalte alors qu'elle retournait vers la voiture. Anna courut derrière la voiture, ses petites jambes trébuchant dans la hâte. « Catherine, je ferai n'importe quoi, ne m'abandonne pas ici. » Ses supplications se perdirent dans la nuit alors que sa belle-mère entrait calmement dans le véhicule. Le moteur de la voiture rugit et les phares illuminèrent la rue déserte. Anna tambourinait sur la vitre du conducteur, ses larmes brouillant sa vision. « S'il te plaît, cria-t-elle, désespérée. Je vais mourir ici, seule. » À travers la vitre, elle aperçut le sourire satisfait de Catherine. « C'est l'idée, ma chérie, répondit-elle en passant la voiture en marche. Le véhicule commença à rouler, lentement d'abord, puis gagnant en vitesse. Anna courait à côté, ses mains frappant toujours la vitre. « À l'aide » hurla-t-elle dans la nuit vide. « Quelqu'un, aidez-moi » Mais il n'y avait personne pour entendre ses cris désespérés, personne pour être témoin de son agonie. Catherine accéléra encore, laissant Anna derrière. La fillette continuait de courir, ses poumons brûlant sous l'effort, ses pieds nus coupés par l'asphalte rugueux. « Reviens !» Sa voix résonna contre les murs des bâtiments abandonnés. « Ne me laisse pas ici. » Les feux arrière de la voiture devinrent de plus en plus petits, 2 points rouges dans l'obscurité qui allaient bientôt disparaître complètement. Anna courut de toutes ses forces, mais ses petites jambes ne pouvaient rivaliser avec la machine. Le bruit du moteur s'évanouit, jusqu'à devenir un simple écho lointain. Lorsqu'elle cessa enfin de courir, Anna était complètement seule dans les ténèbres. Le silence de la nuit était oppressant, seulement interrompu par ses sanglots désespérés. Elle retourna en trébuchant là où son ours en peluche était tombé, le serrant contre sa poitrine comme s'il était son dernier lien avec le monde qu'elle connaissait. La réalité de sa situation commençait à s'imposer. Elle était seule, abandonnée dans une partie inconnue et dangereuse de la ville, sans nourriture, sans eau, sans abri. Le froid de la nuit pénétrait ses vêtements fins, la faisant frissonner de façon incontrôlable. « Maman, papa » murmura-t-elle entre ses sanglots. « Pourquoi m'avez-vous laissé avec elle ?» Les ombres semblaient bouger autour d'elle, créant des formes menaçantes sur les murs délabrés des bâtiments. Des bruits lointains faisaient battre son cœur plus vite. Des chiens qui aboyaient au loin, des sirènes, le bruit occasionnel de pas. Anna se blottit contre un mur, essayant de se rendre aussi petite que possible. Les bruits de pas et les voix distantes la poussèrent à se cacher derrière une benne à ordures, son petit corps tremblant de peur et de froid. La nuit ne faisait que commencer, et elle ressentait déjà la terreur de ce qui allait suivre. « Comment vais-je survivre ici ?» pensa-t-elle, serrant son ours contre elle. « Où dois-je aller maintenant ?» 6 mois de vie dans la rue avaient complètement transformé Anna. Son corps, autrefois en bonne santé, était maintenant bien trop maigre, ses os saillant sous une peau sale. Ses cheveux, que Catherine avait coupés de façon grotesque, avaient repoussé de manière irrégulière et emmêlée, couvrant partiellement son visage pâle et émacié. Assise sur le trottoir devant l'église, elle serrait son ours en peluche usé, son seul compagnon durant les nuits froides et solitaires. « Parfois, je me demande si je suis encore la même fille, papa », murmura-t-elle en observant les passants indifférents qui ne la remarquaient même pas. « Me reconnaîtrais-tu maintenant ?» Ce matin-là, comme elle le faisait chaque jour depuis que sa mère lui avait appris à avoir la foi, Anna se traîna jusqu'aux marches de l'église pour prier. Ses genoux faibles tremblaient de faim alors qu'elle s'asseyait sur l'escalier, observant le va-et-vient des gens bien habillés entrant pour un mariage. « Maman disait toujours que Dieu entend nos prières, peu importe où nous sommes », murmura-t-elle à son ours en peluche usé, son seul compagnon dans la solitude. Des larmes coulèrent sur son visage, sale alors qu'elle joignait les mains pour prier. « S'il vous plaît, mon Dieu, j'ai tellement faim, j'ai si froid. J'ai besoin de votre aide. » C'est alors que le bruit d'une voiture de luxe se garant la fit se figer. À travers ses yeux embués de larmes, Anna vit Catherine sortir du véhicule, plus élégante que jamais dans une robe de mariée blanche. Instinctivement, la fillette se cacha derrière une colonne,
son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Serait-ce un signe, pensa-t-elle, sentant un mélange de peur et d'espoir. Dieu me donne-t-il enfin une chance de montrer qui elle est vraiment? Catherine n'était pas seule et ne la remarqua pas. Anna était habituée à être invisible maintenant qu'elle était mendiante, donc cela ne l'étonna pas. Un homme grand et bien habillé l'accompagnait discrètement. Il portait un long manteau sombre et gardait les mains dans ses poches, regardant nerveusement autour de lui. Catherine sourit en le voyant, ce même sourire froid qu'Anna connaissait si bien. « As-tu apporté ce que j'ai demandé ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible aux oreilles attentives de la fillette. L'homme acquiesça, sortant de sa poche un petit flacon contenant un liquide transparent. « Cela mettra ton fiancé dans le coma en quelques minutes, » murmura-t-il en tendant le flacon à Catherine. 3 gouttes dans son verre, pas plus. Ensuite, continue de lui administrer les médicaments pour le maintenir comme ça. Catherine glissa le flacon dans son sac à main de designer, ses yeux verts brillants de satisfaction. Parfait. Tout se déroule comme prévu. J'ai hâte de posséder toute cette fortune pour moi. N'oublie pas, tu auras ta part aussi. Anna dut couvrir sa bouche de ses mains pour étouffer un cri d'horreur. Ses soupçons étaient confirmés. Catherine avait délibérément empoisonné son père et maintenant, elle prévoyait de faire de même avec son nouveau fiancé. La fillette se déplaça pour mieux voir, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne soit entendu. À cet instant, elle émit un petit souffle, et Catherine se tourna brusquement, ses yeux verts scrutant les ombres. Pendant un moment terrifiant, son regard rencontra celui d'Anna, et un sourire cruel se forma sur ses lèvres. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» murmura-t-elle en avançant comme un prédateur vers sa proie. Anna essaya de fuir, mais des mois de faim et de faiblesse la rendaient trop lente. Catherine la rattrapa facilement, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le bras maigre de la fillette. « Quelle agréable surprise !» chuchota-t-elle en traînant Anna derrière l'église. « Je pensais que tu serais morte d'ici là. » Catherine traîna Anna à travers les couloirs vides à côté de l'église, ses ongles s'enfonçant dans le bras de la petite avec une force surprenante. « Alors, la petite mendiante est encore en vie !» siffla-t-elle, son souffle chaud sur le visage d'Anna. « Tu sais, ma chère, tu es comme un cafard, difficile à exterminer. » La fillette se débattait, mais les mois de faim lui avaient volé toute sa force. Ses pieds nus et sales touchaient à peine le sol tandis que Catherine la traînait dans les couloirs de marbre. Arrivant à l'arrière de l'église, Catherine ouvrit une lourde porte en bois qui donnait sur une petite pièce de stockage. L'odeur de moisissure et d'humidité fit suffoquer Anna. « S'il te plaît, supplia-t-elle d'une voix faible, ne me laisse pas ici. » Avec un sourire cruel, Catherine prit le visage d'Anna entre ses doigts, serrant ses joues avec force. « Tu sais ce qui est encore plus amusant? Mon fiancé Henri est bien plus riche que ton père. Et cette fois, personne ne m'empêchera d'obtenir ce que je veux. » D'un geste violent, Catherine poussa Anna dans le sombre réduit. La fillette tomba sur de vieilles boîtes et des objets poussiéreux, se cognant la tête contre une étagère. Avant qu'elle ne puisse se relever, elle entendit le bruit lourd de la porte se refermant et le clic de la clé tournant dans la serrure. Cette fois, ma chère, la voix de Catherine résonnait à travers la porte, chargée de satisfaction, je vais m'assurer que tu n'interfères plus jamais avec mes plans. Et ne t'inquiète pas, après le mariage, je reviendrai pour régler nos affaires inachevées. Le bruit des talons de Catherine résonna dans le couloir, s'éloignant progressivement jusqu'à disparaître dans le silence. Dans l'obscurité étouffante, Anna sentit quelque chose de chaud couler sur son front à cause de sa chute. « À l'aide !» cria-t-elle, sa voix faible résonnant contre les murs humides. « Que quelqu'un m'aide !» Mais sa seule réponse fut l'écho de ses propres sanglots désespérés. La petite pièce était humide et sombre, sans fenêtre, seulement une fine lueur de lumière passant sous la porte. Anna frappait la porte de ses poings affaiblis, criant pour obtenir de l'aide, mais l'église était trop grande et sa voix, trop faible. « S'il vous plaît, quelqu'un, sanglota-t-elle, elle va encore prendre la vie de quelqu'un. Quelqu'un doit me croire. » Le temps passait avec une lenteur atroce dans l'obscurité. Anna pouvait entendre au loin des voix, le son de l'orgue en train d'être accordé, les gens marchant et parlant du mariage. Personne ne semblait remarquer ses faibles appels ou les coups qu'elle donnait sur la porte. « Je ne peux pas laisser ça arriver à Henri, comme pour papa, pensa-t-elle, des larmes roulant sur son visage sale. La faim et la fatigue commençaient à peser sur elle, mais Anna refusait d'abandonner. Catherine avait détruit sa famille, lui avait tout pris, et maintenant elle prévoyait de faire la même chose à une autre personne innocente. « Il faut que je sorte d'ici, » murmura-t-elle pour elle-même, cherchant dans l'obscurité un moyen de s'échapper. « Il faut que je l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. »
Le bruit des talons de Catherine revint, et sa voix mélodieuse traversa la porte. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Après le mariage, je reviendrai pour régler définitivement notre petit problème. » Ces mots firent frissonner Anna, sachant que cette fois, Catherine ne ferait pas l'erreur de la laisser en vie. Dans l'obscurité suffocante de la pièce de rangement, Anna tâtonna désespérément le long des murs, cherchant une issue. Ses doigts trouvèrent une petite ouverture près du plafond, un vieux conduit de ventilation partiellement détaché. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire, « Quand tout semble perdu, Dieu laisse toujours une porte ouverte. » Avec une force née du désespoir, la fillette empila de vieilles boîtes les unes sur les autres, ignorant la douleur dans ses membres affaiblis. « Je ne peux pas la laisser prendre encore une vie, » se murmura-t-elle en tremblant en grimpant sur sa montagne de fortune. « Je ne peux pas laisser ça arriver à un autre homme. » Le son de l'orgue commença à jouer la marche nuptiale, ses notes profondes résonnant à travers les murs. Anna parvint enfin à atteindre le conduit, ses ongles cassés raclant le métal rouillé alors qu'elle essayait de retirer la grille. L'espace était étroit, mais des mois de famine avaient réduit son petit corps à un état de peau et d'os. Rassemblant ses dernières forces, elle se hissa dans le conduit, le métal froid éraflant sa peau à travers ses haillons. En rampant dans le tunnel de métal étroit, Anna suivit le son de la musique. La poussière accumulée lui brûlait les yeux et lui irritait la gorge, mais elle ne pouvait plus s'arrêter. À travers les fentes dans le métal, elle pouvait voir des fragments de la cérémonie en dessous, des invités élégamment vêtus, des fleurs blanches partout, et Catherine dans sa robe de mariée, ressemblant à un ange déchu avec son sourire radieux. « Comment peuvent-ils ne pas voir ?» pensa-t-elle amèrement. « Comment ne perçoivent-ils pas le mal derrière ce masque ?» Les voix du prêtre et des mariés résonnaient à travers le métal, atteignant les oreilles d'Anna en fragments. « Pour le meilleur et pour le pire », disait Henri, sa voix empreinte d'amour et de confiance. Un rire amer échappa à la fillette, les mêmes mots que son père avait prononcés, scellant son propre destin. Le métal du conduit grinça sous son poids, menaçant de révéler sa présence à tout moment. Prudemment, Anna s'approcha d'une bouche d'aération située directement au-dessus de l'autel. De là, elle pouvait voir toute la cérémonie, le prêtre avec son livre sacré, Henri souriant passionnément à sa fiancée, et Catherine. Catherine avec ce même regard qu'elle avait lorsqu'elle regardait Michael prendre ses médicaments falsifiés. La fillette sentit son sang bouillir en voyant le flacon discrètement caché dans le sac à main en satin blanc de la mariée. Le moment des vœux approchait. Anna savait qu'elle devait agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. D'un coup de pied, elle fit tomber la grille du conduit, provoquant un fracas qui résonna dans l'église silencieuse. Son petit corps tomba sur l'autel, renversant les arrangements floraux et les chandeliers. Les invités poussèrent des exclamations de surprise tandis que Catherine reculait, son visage affichant une horreur théâtrale. « Arrêtez !» cria Anna, sa voix rauque résonnant entre les murs sacrés. « Ne l'épousez pas, vous n'en sortirez pas vivant. » Ses yeux sauvages se fixèrent sur Henri, qui la regardait avec un mélange de choc et de dégoût. « Elle va aussi vous prendre la vie, comme elle a pris celle de mon père. Elle a un flacon dans son sac. Je l'ai entendu dire qu'elle va vous plonger dans le coma pour obtenir tout ce que vous avez. » Catherine adopta immédiatement le rôle de la victime, de fausses larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. « Oh, Henri !» sanglota-t-elle en s'accrochant au bras du marié, « c'est cette pauvre fille perturbée dont je t'ai parlé, la fille de mon défunt mari. Elle n'a jamais accepté notre union, et maintenant elle veut détruire mon bonheur encore une fois. » Henri, qui souriait avec tant d'amour auparavant, avait maintenant le visage tordu de fureur. « Comment oses-tu » tonna-t-il en avançant vers Anna de manière menaçante. « Comment oses-tu envahir cet endroit sacré avec tes mensonges malades ?» La fillette recula, mais resta déterminée, les yeux fixés sur Catherine, qui souriait discrètement derrière son voile de mariée. « S'il vous plaît » supplia Anna, des larmes laissant des traces sur son visage sale. « Regardez dans son sac, le flacon est là. Elle l'a acheté aujourd'hui, je l'ai vu. Elle va vous faire la même chose qu'à mon papa. » Sa voix se brisa d'urgence et de désespoir, mais tout ce qu'elle vit sur les visages autour d'elle était de l'incrédulité et du dégoût. Les gardes de sécurité approchaient déjà, leurs pas lourds résonnant dans l'allée centrale. Catherine poursuivait sa prestation impeccable, cachant son visage dans la poitrine d'Henri comme si elle était dévastée. « Sortez cette mendiante folle d'ici » ordonna Henri, sa voix résonnant dans toute l'église. Comment ose-t-elle inventer de telles horreurs sur quelqu'un d'aussi doux et gentil que Catherine? Il murmura quelque chose à l'oreille d'un des gardes. Anna tenta de courir vers le sac de Catherine, désespérée de prouver la véracité de son histoire, mais les gardes l'avaient déjà saisie par les bras.
Ses pieds nus et sales laissaient des traces sur le tapis rouge alors qu'elle se débattait. « Elle ment !» cria-t-elle, sa voix s'affaiblissant. « Ne voyez-vous pas ? Elle ment surtout !» La foule des invités murmurait, certains cachant les yeux des enfants présents, d'autres faisant le signe de croix. Anna pouvait voir le sourire victorieux de Catherine derrière son voile de mariée alors qu'elle réconfortait Henri. La pauvre, sa voix mélodieuse dégoulinait de fausse compassion. La mort de son père l'a tellement perturbée, elle a toujours été une source de problèmes. Les gardes traînaient Anna vers la sortie, ses cris désespérés s'éloignant de plus en plus dans l'église. « Elle va, vous ne survivrez pas !» Sa voix se brisa en sanglots. « Henri, s'il vous plaît, ne la laissez pas vous faire ce qu'elle a fait à mon père. » Mais ses paroles se perdirent dans les murmures choqués des invités et le son de l'orgue qui se remit à jouer, comme pour effacer la présence d'Anna de ce moment sacré. Les portes de l'église se refermèrent avec un bruit sourd derrière elle. Une fois de plus, personne ne la croyait, personne ne voulait entendre la vérité qu'elle avait à dire. À travers les vitraux, elle aperçut les silhouettes des mariés reprenant leur position à l'autel. « Maman, papa » murmura-t-elle. « Pardonnez-moi de ne pas avoir pu l'arrêter, pardonnez-moi d'être trop faible. » Le son de ses sanglots se mêla à la musique qui résonnait de nouveau dans l'église. À l'intérieur, elle savait que Catherine s'apprêtait à prendre sa prochaine victime, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'en empêcher. Comme son père, Henri était aveuglé par l'amour, incapable de voir le venin derrière le sourire angélique de sa mariée. Combien de temps avant qu'il ne se retrouve lui aussi sur un lit d'hôpital, pensa Anna, ressentant tout le poids de son impuissance. Combien de temps avant qu'elle ne fasse souffrir un autre innocent? Alors que les gardes l'emmenaient, la suite présidentielle de l'hôtel le plus luxueux de la ville brillait sous la lumière de fin d'après-midi, filtrant à travers les grandes baies vitrées. Catherine se déplaçait dans la pièce avec la grâce d'une danseuse, toujours vêtue de sa robe de mariée légèrement froissée après la cérémonie. Henri, installé dans un fauteuil de velours rouge, semblait absorbé par sa tablette, mais son regard suivait parfois les moindres mouvements de sa nouvelle épouse. Les mots de cette petite mendiante à l'église résonnaient encore dans son esprit, mais son visage ne montrait aucun signe de trouble. « Mon chéri », la voix mélodieuse de Catherine brisa le silence, « que dirais-tu d'un toast spécial pour célébrer notre première nuit en tant que mari et femme ?» Catherine se dirigea vers le petit bar de la suite, lui tournant le dos alors qu'elle préparait les boissons. Ses mains délicates choisirent 2 verres en cristal identiques, qu'elle plaça avec précision sur le comptoir en marbre. D'un geste fluide, elle versa du champagne dans les 2 coupes, le liquide doré pétillant doucement. Henri continua de faire semblant de lire, mais il ne rata pas un seul mouvement de sa nouvelle épouse. « Ce moment doit être parfait, » dit-elle, sa voix empreinte d'une douceur qui n'atteignait pas ses yeux. « Aussi parfait que dans mes rêves. » D'un geste rapide et discret, Catherine récupéra le petit flacon de son sac en satin blanc. Ses ongles parfaitement vernis en retirèrent le bouchon avec précision, et elle inclina le flacon au-dessus de l'un des verres, laissant exactement 3 gouttes du liquide transparent tomber dans le champagne. Henri, toujours feignant la distraction, observa le reflet de ce geste dans la vitre, son visage affichant une indifférence calculée. Les verres tintèrent doucement lorsque Catherine les prit, se tournant vers son mari avec un sourire radieux. « Juste un instant, mon chéri », dit-elle en posant les verres sur la table basse. « Je dois me rafraîchir un peu, cette robe m'étouffe. » D'un pas gracieux, elle se dirigea vers la salle de bain de la suite, le son de ses talons résonnant sur le sol en marbre. Dès que la porte de la salle de bain se ferma, Henri se déplaça avec la rapidité d'un félin. En quelques secondes, il était près de la table, ses doigts habiles échangeant la position des verres avec une précision et un silence parfait. Le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain masqua tout éventuel bruit qu'il aurait pu faire. Alors, la petite mendiante avait raison, pensa-t-il en regagnant son fauteuil. « Tu n'as pas changé, n'est-ce pas, Catherine ?» Le parfum coûteux de Catherine annonça son retour avant même qu'elle n'émerge de la salle de bain. Elle avait retiré son voile et laissé ses cheveux retomber en vagues dorées sur ses épaules. Ses yeux verts brillaient d'anticipation prédatrice alors qu'elle s'approchait des verres. « À notre amour », proposa-t-elle élégamment en levant son verre. « Qu'il soit éternel. » Henri sourit en silence, levant également son verre pour trinquer. Catherine porta son verre à ses lèvres rouges et prit une longue gorgée de champagne. Henri observa chaque mouvement, chaque expression de son visage, feignant de boire dans son propre verre. « Délicieux », murmura-t-elle en se léchant les lèvres avec satisfaction, aussi doux qu'un rêve. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le doux bruit des bulles de champagne et la respiration de plus en plus laborieuse de Catherine. Ses yeux verts commencèrent à se troubler,
et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posait son verre sur la table. « Est-ce que tout va bien, ma chère ?» demanda Henri, d'une voix calme et maîtrisée. « Tu as l'air un peu pâle. » Une lueur de compréhension commença à apparaître dans les yeux de Catherine, alors qu'elle ressentait les premières vagues de vertige. Son visage, autrefois radieux, montrait désormais les premiers signes de panique. Elle regarda son verre, puis Henri, qui restait calmement assis dans son fauteuil. « Qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle, sa voix perdant cette douceur artificielle. Henri se leva lentement, posant son verre intact sur la table. « Je n'ai rien fait, ma chère, » répondit-il, sa voix désormais empreinte d'une froideur que Catherine ne lui avait jamais entendue. « Je t'ai simplement laissé goûter ton propre poison, n'est-ce pas ce que tu avais prévu ?» Les jambes de Catherine commencèrent à flancher, et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Son visage parfait se tordait désormais en un masque de rage et de peur. « Tu savais ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Comment ?» Henri s'approcha d'elle, son visage affichant un mélange de dégoût et de satisfaction. « Disons qu'une petite mendiante a ouvert mes yeux. J'ai juste fait semblant de ne pas la croire, pour voir jusqu'où tu irais dans cette mascarade. J'ai fait en sorte qu'on la conduise chez moi, comme convenu avec mes gardes. » Le corps de Catherine glissa le long du mur jusqu'à ce qu'elle soit assise par terre, ses membres devenant de plus en plus lourds. La robe de mariée s'étalait autour d'elle comme du lait renversé. « J'aurais dû éliminer cette petite quand j'en avais l'occasion, » murmura-t-elle, ses mots devenant confus, comme j'ai fait avec sa mère. Henri s'agenouilla près de Catherine, la regardant lutter pour garder les yeux ouverts. « Alors, ce n'était pas seulement le père de la fillette ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de révulsion. « Combien de vies as-tu prises, Catherine ?» Elle essaya de répondre, mais ses mots se transformèrent en un gémissement faible alors que l'obscurité commençait à envahir sa vision. Les dernières pensées conscientes de Catherine furent remplies de haine. Haine pour la fillette qui avait survécu, haine pour Henri qui avait découvert son plan, haine pour tous ceux qui avaient ruiné son parfait projet. Sa vision devint complètement noire, et son corps se relâcha contre le sol en marbre froid. Henri observa le corps inconscient de son épouse, la robe de mariée désormais tachée de champagne renversé. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est fait, » dit-il simplement. « Appelez la police et une ambulance. Il est temps que Catherine Whitmore paie enfin pour ses crimes. » Le son des sirènes brisa le silence de la nuit alors que les ambulances et les voitures de police arrivaient à l'hôtel luxueux, leurs reflets rouges et bleus dansant sur les fenêtres de la suite présidentielle où Catherine gisait inconsciente sur le tapis persan, sa robe de mariée étalée autour d'elle comme les ailes brisées d'un ange déchu. Henri observa la scène avec un mélange de dégoût et de soulagement, racontant les événements de la nuit aux policiers. « Elle a avoué, » dit-il d'une voix ferme. « Elle a avoué avoir tué non seulement son premier mari, mais aussi sa première femme. » Les ambulanciers travaillèrent rapidement, connectant Catherine à des appareils de surveillance et la préparant pour le transport. Ses signes vitaux étaient faibles et irréguliers, le médicament qu'elle avait elle-même préparé maintenant dans ses veines. Un des médecins s'approcha de Henri, le visage grave. « Son état est critique », l'informa-t-il en consultant ses notes. « Nous devons la conduire immédiatement à l'hôpital, chaque minute peut faire la différence, si elle survit. » Les enquêteurs fouillèrent méticuleusement la chambre, collectant des preuves. Le petit flacon de poison fut retrouvé dans le sac en satin blanc de Catherine, ainsi que d'autres flacons similaires et un carnet contenant des notes détaillées sur ses précédentes victimes. « Incroyable !» murmura l'un des officiers en feuilletant le carnet. Elle a tout documenté, chaque plan, comme un journal. Le corps de Catherine fut transféré sur une civière, des tubes et des câbles la reliant à des moniteurs qui émettaient des bips de plus en plus faibles et irréguliers. Son visage, autrefois parfaitement maquillé, était désormais pâle et couvert d'une fine couche de sueur, et ses lèvres, qui souriaient récemment encore avec arrogance, commençaient à virer au bleu. C'est ironique, pensa Henri en regardant les ambulanciers emmener sa femme. Ce qu'elle avait préparé pour moi est en train de la détruire de l'intérieur. Les couloirs du luxueux hôtel, habituellement silencieux à cette heure de la nuit, étaient remplis de policiers et de curieux essayant de comprendre ce qui se passait. Henri suivit la civière jusqu'à l'ascenseur, donnant sa déposition à un détective. Elle avait tout planifié, expliqua-t-il, la voix empreinte d'amertume, mais elle n'avait pas prévu que je croirais l'avertissement d'une petite mendiante. Dans le hall de l'hôtel, d'autres policiers attendaient avec des menottes, prêts au cas où Catherine reprendrait connaissance. Le directeur de l'hôtel essayait de garder le contrôle de la situation, demandant au personnel choqué de faire preuve de discrétion.
La mariée avait tenté de tuer le marié le soir de leur mariage, les rumeurs se répandaient. Comme elle l'a fait avec son précédent mari, murmurait-on. L'ambulance partit à grande vitesse, ses sirènes déchirant la nuit alors qu'elle transportait Catherine vers l'hôpital le plus proche. Henri suivit dans une voiture de police, son smoking désormais froissé après les heures de tension. Assis à l'arrière, il réfléchit à la tournure terrifiante qu'avait prise sa nuit de noces. Qui aurait cru que cette petite fille en haillons me sauverait la vie, pensa-t-il en se rappelant le visage désespéré d'Anna à l'église. À l'hôpital, une équipe d'urgence attendait déjà l'arrivée de Catherine. Les médecins couraient aux côtés de la civière tandis qu'elle était transportée en soins intensifs. Les moniteurs continuaient d'émettre des sons de plus en plus inquiétants, indiquant que ses organes commençaient à faillir. « Nous devons pratiquer un lavage gastrique immédiatement », ordonna l'un des médecins. « Et préparer l'antidote le plus puissant que nous ayons. » Henri patienta dans la salle d'attente, répondant à d'autres questions des policiers pendant que les médecins luttaient pour sauver Catherine. Le flacon avait été envoyé pour analyse, mais les premiers résultats indiquaient une substance extrêmement toxique et sophistiquée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, commenta un enquêteur en consultant le rapport préliminaire. Ce médicament a été spécifiquement conçu pour simuler un coma. Les heures s'écoulèrent alors que les médecins travaillaient sans relâche. De temps à autre, des infirmières couraient à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité de soins intensifs, transportant des sacs de médicaments et de matériel. Le son lointain des ordres médicaux et des moniteurs cardiaques résonnait dans les couloirs stériles. « Elle se bat », annonça un médecin lors d'une mise à jour rapide, mais nous ignorons si son corps résistera au traumatisme. Le soleil commençait à se lever lorsque le médecin en chef sortit enfin pour parler à Henri et aux enquêteurs. Son visage, marqué par des heures de travail intense, affichait une expression grave. « Nous avons réussi à la stabiliser », dit-il en retirant son masque, mais elle est tombée dans un coma profond. Nous ne pouvons pas prévoir si, ni quand, elle se réveillera. Les policiers échangèrent des regards significatifs. Si Catherine survivait, il y aurait un procès, mais si elle mourait, elle emporterait avec elle les détails de tous ses crimes. Henri observa par la fenêtre de la salle de soins intensifs le corps inerte de sa femme, relié à des dizaines de machines et de tubes. « Plus nous creusons, » dit un enquêteur en feuilletant de nouveaux rapports, « plus nous découvrons de victimes. Cette femme est un monstre. » Une infirmière sortit précipitamment de l'unité de soins intensifs, le visage inquiet en consultant les moniteurs. « Docteur », appela-t-elle avec urgence, « ces signes vitaux fluctuent de nouveau. » Le médecin en chef se précipita à l'intérieur, laissant une dernière phrase en suspens, « Nous ignorons si elle survivra aux prochaines 24 heures. Seul le temps dira si la justice sera rendue dans ce monde ou dans l'autre. » Henri resta à la fenêtre de l'ICU, regardant les médecins se battre pour maintenir Catherine en vie. Dans ses mains, il tenait le petit carnet trouvé dans son sac, ses pages révélant un réseau de mensonges et de destruction qui s'étendait sur des mois. La justice divine avait trouvé son propre moyen de la faire tomber, mais il restait à voir si elle survivrait pour affronter également la justice des hommes. Les yeux de Catherine s'ouvrirent lentement dans la chambre d'hôpital sombre, son esprit émergeant du coma comme un serpent se déployant au soleil. Le moniteur cardiaque à côté d'elle émettait un bip constant et agaçant, et elle pouvait sentir des tubes et des fils connectés à tout son corps. La rage et la haine qui l'avaient maintenue en vie pendant le coma alimentaient maintenant sa détermination. Cette petite peste, ce traître paiera cher, pensa-t-elle, goûtant la saveur amère de la vengeance sur sa langue. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Avec des mouvements calculés et douloureux, Catherine commença à évaluer sa situation. Chaque petit geste était une agonie après des jours d'inactivité, mais elle se força à continuer. Elle localisa d'abord le bouton de silence sur le moniteur cardiaque, sachant qu'elle devrait le désactiver avant de retirer les électrodes pour ne pas alerter le personnel infirmier. Une par une, elle retira les électrodes de sa poitrine, mettant le moniteur en sourdine avant qu'il ne puisse déclencher une alarme. Le tube d'oxygène dans son nez fut arraché d'un geste brusque, et elle mordit sa lèvre pour ne pas gémir de douleur. L'aiguille de la perfusion fut la partie la plus difficile. Ses mains tremblaient alors qu'elle la retirait, et une petite tache se forma sur son bras. « Allez, misérable », murmura-t-elle pour elle-même. « Ce ne sont pas quelques tubes qui vont arrêter. » S'asseoir dans le lit fut un défi encore plus grand. Ses muscles atrophiés par le coma protestèrent à chaque mouvement, et le monde tourna violemment lorsqu'elle parvint enfin à se redresser. Elle dut s'accrocher aux barres du lit pour ne pas tomber, prenant de grandes inspirations en attendant que le vertige passe. Si cette mendiante a survécu des mois dans la rue,
pensa-t-elle amèrement, je peux bien me lever de ce maudit lit. Après ce qui sembla une éternité, Catherine réussit à poser ses pieds sur le sol froid de l'hôpital. Ses jambes tremblaient comme des branches dans une tempête, mais elle se força à rester debout en s'appuyant contre le lit. Chaque pas était une bataille contre la gravité et contre sa propre faiblesse. Finalement, elle atteignit la porte de sa chambre et jeta un coup d'œil dehors. C'est là qu'elle vit son opportunité en or. Par la porte entr'ouverte, elle aperçut le policier assigné à sa surveillance. Sa tête était penchée en avant, sa casquette partiellement rabattue sur son visage, et il ronflait doucement, résultat d'un double quart et d'un faux sentiment de sécurité en gardant une patiente en coma. Un sourire discret se dessina sur les lèvres gercées de Catherine. Imbécile, pensa-t-elle en observant le sommeil profond du garde. On me sous-estime toujours. D'un pas silencieux, elle retourna dans la chambre. Sur une chaise, elle trouva quelques vêtements. Elle s'habilla aussi vite que possible, chaque mouvement calculé pour ne pas faire de bruit. Ses yeux verts, désormais pleinement alertes, se fixèrent sur la fenêtre de la chambre, sa route de fuite. La vieille fenêtre de l'hôpital pouvait encore être ouverte manuellement, une faille de sécurité qui jouait maintenant en sa faveur. À l'extérieur, un vieil arbre étirait ses branches comme des bras accueillants. La nuit sans lune serait son alliée parfaite. Chance ou destin, se demanda-t-elle en déverrouillant la fenêtre avec des doigts tremblants. Peut-être que les deux sont de mon côté, cette fois. L'air froid de la nuit envahit la pièce alors que Catherine ouvrait la fenêtre. Le policier continuait de dormir profondément, inconscient de l'évasion qui se déroulait à quelques mètres de lui. Prudemment, elle passa une jambe par la fenêtre, puis l'autre, s'accrochant au rebord avec toute la force que ses muscles affaiblis lui permettaient. La branche la plus proche était à portée de ses doigts. Catherine tendit le bras, ignorant la douleur qui traversait son corps. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle saisit enfin la branche, mais le son se perdit dans la nuit. L'écorce rugueuse égratigna ses mains, mais l'adrénaline neutralisait toute douleur. La descente était lente et douloureuse, chaque mouvement devait être calculé. Une erreur signifierait une chute et la fin de son évasion. Ses muscles tremblaient sous l'effort, mais la promesse de vengeance la faisait avancer. « Henri. Anna, pensa-t-elle en descendant. Vous regretterez de m'avoir croisé. » Lorsque ses pieds touchèrent enfin le sol, Catherine s'accorda un moment de triomphe. Elle leva les yeux vers la fenêtre de sa chambre, imaginant le chaos qu'il découvrirait au matin. Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres alors qu'elle se fondait dans l'ombre du jardin de l'hôpital. Le jardin offrait une cachette parfaite tandis qu'elle s'éloignait du bâtiment, chaque pas la rapprochant un peu plus de sa revanche. La nuit l'avalait comme un complice silencieux, la cachant des regards du monde. Le lendemain matin, le cri de l'infirmière résonna dans les couloirs de l'hôpital lorsqu'elle trouva la chambre vide et l'agent de police encore endormi dans son fauteuil. La fenêtre ouverte laissait entrer la brise matinale, seul témoin de la fuite de la « vipère » dans la nuit. Les tubes arrachés pendaient à côté du lit vide, et le moniteur cardiaque silencieux gardait le secret de son évasion. Les médecins et les policiers qui envahirent la chambre ne trouvèrent que le vide et un garde mortifié, maintenant pleinement réveillé et conscient que sa carrière avait probablement pris fin avec cette mission de surveillance. Une question non formulée flottait dans l'air. Où une femme comme Catherine irait-elle, mue uniquement par la haine et la soif de vengeance? Le manoir d'Henri contrastait fortement avec les rues où Anna avait survécu pendant les derniers mois. La petite fille était assise sur un canapé moelleux, propre et vêtue de nouveaux vêtements pour la première fois depuis que Catherine l'avait abandonnée. Ses cheveux, encore irréguliers à cause de la coupe cruelle de sa belle-mère, avaient été lavés et soigneusement brossés. Dans ses petites mains maintenant propres, elle tenait une tasse de chocolat chaud tremblante. « C'est étrange, pensa-t-elle en regardant son reflet dans la boisson sombre, je ne me sens plus sale, mais j'ai toujours aussi peur. » Henri entra dans la pièce sur la pointe des pieds, essayant de ne pas effrayer la fillette qui sursautait encore au mouvement brusque. Il s'assit dans un fauteuil proche, gardant une distance respectueuse. « Anna, commença-t-il doucement, je veux te dire quelque chose. Le jour du mariage, quand tu as fait irruption dans l'église, je n'ai pas ordonné qu'on te jette dehors comme tout le monde le pensait. » Il s'arrêta, observant la réaction de la fillette. « Comme tu as dû le réaliser, j'ai demandé à mon garde le plus fiable de t'amener ici. » Anna leva timidement les yeux, la confusion se lisant sur son visage maigre. « Mais vous m'avez crié dessus, » murmura-t-elle, le souvenir encore douloureux dans son esprit. « Vous m'avez traité de mendiante folle. » Ses mains serraient la tasse plus fort, comme si elle cherchait quelque chose pour s'ancrer dans la réalité. Henri hocha doucement la tête. «
j'avais besoin que Catherine croie que je ne me souciais pas de tes paroles. Mais il y avait quelque chose dans ton désespoir, dans ton courage à affronter tous ces adultes, je savais que tu disais la vérité. Les premières larmes commencèrent à couler sur le visage de la fillette, créant des ondulations dans le chocolat chaud. 6 mois de solitude, de faim et de désespoir dans la rue semblaient peser encore plus lourd maintenant qu'elle était enfin en sécurité. Vous m'avez cru ? Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Même quand tout le monde riait et me traitait de folle ? Oui, Anna, répondit Henri, sa voix douce mais ferme. J'ai vu la vérité dans tes yeux, j'ai vu la douleur de quelqu'un qui tentait désespérément de sauver une autre personne. Aucun enfant ne serait capable d'inventer une histoire pareille. Il se pencha légèrement en avant, ses mouvements lents et prévisibles. Je suis désolé de ne pas avoir pu te secourir plus tôt, mais nous avions besoin de preuves de tes paroles, sinon elle serait encore libre. Un sanglot profond échappa à la poitrine d'Anna, et la tasse commença à trembler dangereusement entre ses mains. Henri la lui prit doucement et la posa sur la table, permettant à la fillette de pleurer enfin, non pas des larmes de peur ou de désespoir, mais de soulagement. Personne n'a jamais, personne ne m'a cru, sanglota-t-elle. Même mon père n'a pas vu qui elle était vraiment. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres orangées à travers les grandes fenêtres du manoir. Tu es en sécurité maintenant, dit Henri doucement. Catherine est à l'hôpital, dans le coma. Et quand elle se réveillera, elle ira directement en prison. Elle ne pourra plus jamais te faire de mal, ni à personne d'autre. Anna serra son ours en peluche contre elle, le seul ami restant de sa vie passée. Ses sanglots commençaient à s'apaiser, remplacés par une profonde lassitude, venue non seulement de son corps mais aussi de son âme. « Où vais-je aller maintenant » demanda-t-elle, la peur encore présente dans sa voix. « Je n'ai plus personne au monde. » C'est à ce moment-là que toutes les lumières du manoir vacillèrent simultanément. Henri se redressa dans son fauteuil, soudainement alerte. Le système de sécurité de la maison émit un étrange bip, et le bruit des portes se verrouillant automatiquement résonna dans les couloirs. Le soleil avait complètement disparu, plongeant le manoir dans une obscurité troublante. Anna sentit son cœur battre à toute allure dans sa poitrine, tandis que les ombres semblaient prendre vie autour d'eux. Les lumières continuaient à clignoter, devenant de plus en plus faibles, transformant la pièce en un sinistre kaléidoscope de lumière et d'obscurité. « Monsieur Henri » murmura-t-elle, sa voix tremblante, « quelque chose ne va pas. » Le bruit métallique d'autres portes se verrouillant résonna dans toute la maison, transformant leur refuge en un piège. Henri se leva rapidement, se plaçant entre Anna et la porte de la pièce. Les lumières clignotèrent une dernière fois avant de s'éteindre complètement, plongeant tout dans une obscurité totale. Dans le silence qui suivit, seul le souffle accéléré d'Anna était audible. L'obscurité semblait les envelopper comme une présence vivante, et la peur que la fillette avait connue si bien dans les rues revenait en force. Le manoir, qui quelques minutes plus tôt semblait être un sanctuaire de sécurité, était maintenant devenu une prison sombre et effrayante. Henri essaya de prendre son téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y avait aucun signal, comme si le monde extérieur avait simplement disparu, les laissant isolés dans l'obscurité. Un courant d'air froid traversa la pièce, poussant Anna à se recroqueviller davantage sur le canapé. Au loin, des bruits de pas résonnaient quelque part dans le manoir, si familiers qu'ils glacèrent son sang. Les dernières paroles de sa belle-mère à l'hôpital lui revinrent en mémoire. Après le mariage, je reviendrai pour régler définitivement notre petit problème. Maintenant, dans l'obscurité complète du manoir isolé, ces mots prenaient un sens nouveau et terrifiant. Dans l'obscurité de la pièce, seule la lumière de la lune perçant à travers les hautes fenêtres projetait des ombres fantomatiques sur les murs. Anna et Henri restaient immobiles, leurs yeux tentant de s'habituer à la faible lumière environnante. Le silence était absolu, rompu uniquement par le bruit de leur respiration étouffée. Quelque chose cloche, pensa Anna, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Je connais ce sentiment, c'est le même que j'ai ressenti quand elle venait dans ma chambre la nuit. Un mouvement subtil dans les ombres attira l'attention d'Henri. Avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette floue émergea de l'obscurité. Catherine était méconnaissable. Son visage, autrefois impeccable, était désormais marqué par l'épuisement et la fureur. Ses vêtements, encore ceux de l'hôpital, étaient sales et déchirés. Dans sa main droite, un objet métallique reflétait la lumière de la lune. Quelle réunion émouvante! Sa voix mélodieuse brisa le silence comme de la glace. La petite mendiante a trouvé un nouveau protecteur. Anna essaya de reculer, mais elle se retrouva coincée entre le canapé et le mur. Ses yeux ne pouvaient se détacher de l'objet brillant dans la main de Catherine,
qui luisait de manière menaçante à chaque mouvement. Henri fit un pas en avant pour essayer de se placer entre les deux, mais Catherine fut plus rapide. « Ne bouge pas, mon cher, » ordonna-t-elle, sa voix désormais imprégnée de venin, « sinon je devrais te blesser avant le moment voulu. » Le visage de Catherine se tordit en un masque de haine, ses yeux fixés sur Anna. « Toi, » siffla-t-elle en avançant lentement, « tu as tout détruit. Des mois de préparation, des mois à bâtir la vie parfaite, et toi, une insignifiante gamine, tu as tout ruiné. » Ces mots étaient comme de l'acide, chaque syllabe chargée d'une fureur qui fit trembler Anna. « Tout mon dur travail. » Continua Catherine, ses yeux verts scintillant dangereusement dans l'obscurité. « D'abord, ta mère, si facile à faire passer pour un accident, puis ton père, si naïf, si amoureux, et maintenant Henri, ma chance de vivre enfin la vie que je mérite. » Elle rit, un son sans joie qui résonna dans la pièce. « Mais il a fallu que tu survives, n'est-ce pas? Comme un cafard qui refuse de mourir. » Henri tenta discrètement de prendre son téléphone, mais Catherine remarqua son geste avec une agilité surprenante pour quelqu'un qui venait de sortir du coma. Elle envoya l'appareil valser d'un coup de pied. « Non, non, mon cher, Pierre. Pas d'appel à l'aide. C'est une réunion de famille privée. » Anna sentit ses jambes trembler, mais quelque chose en elle avait changé. Les mois passés dans la rue lui avaient appris que parfois, la peur peut se transformer en force. « Tu as tué ma mère ?» demanda-t-elle, d'une voix petite mais ferme. « Tout ce temps, ce n'était pas un accident ?» Catherine sourit d'un sourire cruel qui ne toucha pas ses yeux. « Si intelligente, tout comme elle, c'est pour ça que vous deviez disparaître toutes les deux. » « Pourquoi ?» La voix d'Anna monta d'un ton, légèrement plus assuré. « Pourquoi détruire notre famille ?» Catherine laissa échapper un rire strident, presque hystérique. « Une famille ? Vous étiez pathétique. Une femme ordinaire, un homme raté, et une enfant agaçante. Je méritais plus. Je méritais la richesse, le pouvoir, le respect. » Henri profita de la distraction pour essayer de s'approcher de Catherine par derrière, mais elle se retourna rapidement, l'objet métallique dans sa main tranchant l'air dangereusement près de son visage. « Ne sois pas stupide, mon cher, le prévint-elle. Je n'ai pas envie de me débarrasser de toi tout de suite, j'ai un vieux compte à régler d'abord. » Les yeux de Catherine se tournèrent de nouveau vers Anna, cette fois avec une détermination meurtrière. « Tu sais, dit-elle, sa voix redevenue douce et contrôlée, j'aurais dû faire ça depuis longtemps, la première fois que j'ai vu ses yeux accusateurs, tout comme ceux de ta mère. » Elle s'approcha lentement, tel un serpent prêt à frapper. Anna sentit le mur froid derrière elle, sachant qu'elle n'avait nulle part où fuir. Les 6 derniers mois de sa vie défilèrent dans son esprit comme un film. La mort de son père, les nuits de faim dans les rues, la peur constante. « Je n'ai plus peur de toi, dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Tu n'es qu'une femme cruelle qui ne sait pas aimer. » Les mots d'Anna semblèrent frapper Catherine comme une gifle, son visage se tordit en une expression de pure fureur, tout semblant de contrôle disparaissant. « Sale petite peste !» rugit-elle en levant l'objet métallique au-dessus de sa tête. « Je vais t'envoyer rejoindre ta mère. » Le temps sembla ralentir tandis que Catherine avançait. Anna pouvait voir la lumière de la lune se refléter sur le métal et sentir la haine de sa belle-mère irradier, presque palpable. Henri cria quelque chose, mais le son semblait venir d'un autre monde. Dans le dernier instant avant l'impact, une seule pensée traversa l'esprit d'Anna. « Maman, pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte. » Le coup ne vint jamais. Une forme floue traversa la pièce et le bruit de corps qui s'entrechoquaient résonna contre les murs. La dernière chose qu'Anna vit avant de fermer les yeux fut Henri se jetant entre elle et Catherine, son corps servant de bouclier humain contre la fureur meurtrière de sa belle-mère. Le cri qui suivit fut assourdissant, remplissant le manoir d'un son qu'Anna savait qu'elle entendrait dans ses cauchemars pour toujours. Le temps sembla se figer au moment où Henri se jeta entre Anna et Catherine. L'éclat métallique trancha l'air et trouva sa cible, non pas le cœur d'une jeune fille innocente, mais la poitrine de l'homme qui avait choisi de la protéger. Le bruit de l'impact fut suivi d'un silence de mort, seulement rompu par le souffle haletant d'Henri, qui vacilla en arrière. « Cours, Anna !» murmura-t-il, sa voix déjà faible alors que ses jambes cédaient sous lui. « Ne la laisse pas t'attraper aussi. » Catherine recula, observant avec une satisfaction perverse Henri s'effondrer sur le sol du salon. La chemise blanche d'Henri se couvrit rapidement d'une tache sombre, semblable à de l'encre renversée. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Anna, essayant de lui transmettre de la force, même alors que sa propre vie s'échappait. « Pourquoi, mon cher ?» demanda Catherine d'une voix étrangement douce. « Pourquoi te sacrifier pour une enfant que tu ne connais même pas ?»
Le corps d'Henri fut secoué de spasmes de douleur tandis qu'il luttait pour rester conscient. Anna était paralysée, les yeux fixés sur l'homme qui venait de lui sauver la vie, ce second père qu'elle perdait à cause de la cruauté de Catherine. Parce qu'il y a des choses, répondit-il avec difficulté, qui valent la peine qu'on meure pour les protéger, quelque chose que tu ne comprendras jamais, Catherine. Des larmes coulèrent sur le visage d'Anna alors qu'elle regardait le sang d'Henri se répandre sur le tapis persan. La scène lui était terriblement familière. Encore un homme bon, mourant à cause d'elle, encore un protecteur emporté par la même femme qui avait déjà détruit sa famille. Je ne peux plus perdre personne d'autre, pensa-t-elle désespérément. Je ne peux pas la laisser gagner encore une fois. La lune qui passait à travers les hautes fenêtres projetait des ombres mouvantes sur la scène macabre. Catherine faisait tournoyer l'objet ensanglanté entre ses doigts, contemplant son prochain mouvement avec le calme d'un prédateur rassasié. « Tu vois, Henri, dit-elle en s'approchant du corps affaibli, tu aurais pu tout avoir, la richesse, le pouvoir, une épouse dévouée. Mais tu as choisi le mauvais camp dans cette histoire. » Henri, d'un effort surhumain, parvint à se redresser sur un coude, son corps tremblant sous l'effort. Ce mouvement attira l'attention de Catherine, qui se pencha pour l'observer de plus près, oubliant momentanément Anna. Encore à jouer les héros, se moqua-t-elle. Si touchant, et si futile. Anna vit sa chance alors que Catherine se penchait près d'Henri. Son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine, elle commença à se déplacer silencieusement vers la porte, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le tapis taché. « Pardonne-moi, pensa-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Tiens bon encore un peu, s'il te plaît. » Le son de la respiration laborieuse d'Henri remplissait la pièce tandis que Catherine continuait son monologue cruel. « Après ta mort, dit-elle en caressant son visage avec une fausse tendresse, je prendrai soin de ta petite protégée. Ce sera comme un conte d'horreur avec une fin heureuse, du moins, pour moi. » Anna atteignit la porte de la pièce, son cœur manquant un battement lorsque le vieux bois craqua sous ses doigts. Catherine se retourna brusquement au bruit, ses yeux verts flamboyants d'une fureur renouvelée. « Où crois-tu aller, ma chère » siffla Catherine en commençant à se relever. Mais Henri, rassemblant ses dernières forces, agrippa sa cheville, l'empêchant de poursuivre la fillette. « Cours » cria Henri, sa voix chargée de douleur et d'urgence. Anna n'hésita plus. Elle fit volte-face et s'élança dans le couloir sombre du manoir. Derrière elle, elle entendait les bruits de lutte et la voix furieuse de Catherine. « Sale petite peste, reviens ici !» Le couloir semblait interminable alors qu'Anna courait, ses jambes tremblant sous l'effort. Chaque seconde passée loin d'Henri était une agonie, mais elle savait que c'était leur seule chance de le sauver. « S'il vous plaît, pria-t-elle en courant, ne le laissez pas mourir, ne laissez pas cette femme blesser qui que ce soit d'autre. » Dans la pièce désormais lointaine, Catherine se dégagea des mains affaiblies d'Henri d'un mouvement violent. Son regard oscillait entre la direction qu'avait prise Anna et l'homme ensanglanté à ses pieds. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres alors qu'elle se penchait de nouveau vers lui. « Ne t'inquiète pas, mon cher, » murmura-t-elle doucement, « je prendrai bien soin d'elle après en avoir fini avec toi. » Le clair de lune continuait à baigner la scène à travers les hautes fenêtres, illuminant la tache sombre sur le tapis persan. Catherine se pencha sur lui, sa chevelure blonde formant un rideau qui bloquait la lumière. Quelque part dans le manoir, les pas désespérés d'Anna résonnaient, toujours plus éloignés, dans une course contre la montre pour sauver l'homme qui avait tout sacrifié pour la protéger. Anna courait à travers les couloirs sombres du manoir, ses poumons brûlant sous l'effort. Derrière elle, elle entendait les talons de Catherine marteler le sol en marbre, se rapprochant de plus en plus. L'adrénaline coulait dans ses veines alors qu'elle tournait dans les coins et montait les escaliers, cherchant désespérément une issue. « Je ne peux pas laisser Henri mourir », pensa-t-elle, les larmes brouillant sa vue. « Je ne peux plus perdre qui que ce soit à cause d'elle. » Le bruit des pas de Catherine résonnait dans les couloirs, tel un présage de mort. « Anna, ma chérie », sa voix mélodieuse flottait dans l'obscurité, « pourquoi compliquer les choses? Viens à moi. Finissons notre histoire de famille. » La fillette sentit son cœur se figer en réalisant qu'elle était arrivée dans une impasse, un couloir qui se terminait par une grande fenêtre. « Il n'y a plus nulle part où fuir », chanta Catherine, sa silhouette apparaissant à l'autre bout du couloir. C'est alors qu'Anna aperçut les lumières bleues et rouges se refléter sur le verre de la fenêtre. Les sirènes commencèrent à retentir, brisant le silence de la nuit. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent de panique alors que les faisceaux lumineux envahissaient le couloir. « Impossible », murmura-t-elle en reculant d'un pas. La réponse lui apparut sous la forme d'un petit appareil qui tomba de la poche d'Anna. Le bouton de panique que Henri lui avait donné plus tôt,
avant l'arrivée de Catherine. Le bruit de portes défoncées résonna dans le manoir, suivi par des voix autoritaires donnant des ordres. Catherine jeta un dernier regard à Anna, son visage devenu un masque de haine pure, avant de se retourner pour tenter de fuir. Mais il était trop tard. Les policiers montaient déjà les escaliers, leurs lampes torchées tranchant l'obscurité comme des épées de lumière. La capture de Catherine fut rapide et brutale. Elle se débattit et hurla tandis que les officiers lui passaient les menottes, ses cheveux blonds en désordre et son visage tordu de fureur. « Vous ne comprenez pas » cria-t-elle en se débattant. « Cette fille a détruit ma vie. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé. » Mais ces mots ne firent que resserrer davantage les menottes autour de ses poignets. Anna retourna en courant vers la pièce où Henri gisait. Son cœur faillit s'arrêter à la vue des ambulanciers penchés sur lui. Le tapis perçant était imbibé de sang, et le visage d'Henri était aussi pâle que du papier. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, ses petites mains jointes en prière, ne le laissez pas mourir comme mon père. » Les ambulanciers travaillaient rapidement, branchant Henri à des appareils et appliquant des pansements d'urgence. Leur voix était pressante tandis qu'ils contactaient l'hôpital par radio. Homme, environ 40 ans, blessure grave à la poitrine, équipe chirurgicale nécessaire. Anna regarda impuissante tandis qu'il le chargeait sur une civière, les tubes et les câbles ressemblant à des serpents blancs dans la lumière des lampes torchées. Pendant un bref instant, alors qu'on l'emmenait vers l'ambulance, Henri ouvrit les yeux, son regard croisant celui d'Anna. Il essaya de sourire, mais la douleur le transforma en grimace. « Tu as réussi », murmura-t-il avant que ses yeux ne se ferment à nouveau. La fillette tenta de le suivre, mais une policière la retint doucement en lui tenant les épaules. Dehors, Anna regarda les deux voitures de police partir, l'une emmenant Catherine menottée, ses cris audibles même à travers les vitres fermées, et l'autre escortant l'ambulance transportant Henri. Les lumières rouges et bleues peignaient la nuit comme un macabre kaléidoscope, lui rappelant douloureusement une autre nuit, il n'y a pas si longtemps, où elle avait perdu son père. La policière qui était restée avec Anna l'emmena à l'hôpital, où une salle d'attente devint son nouveau purgatoire. Les heures passèrent comme des années alors qu'elle attendait des nouvelles de l'opération. Ses petites mains ne cessaient de trembler, et chaque fois qu'une porte s'ouvrait, son cœur bondissait. « Il doit survivre », se répétait-elle comme un mantra. « Il est le seul qui m'a cru. » Au commissariat, Catherine fut photographiée et placée en détention, sa robe autrefois élégante désormais tachée de rouge, ses yeux verts autrefois envoûtants brillant d'une folie à peine contenue alors qu'elle lançait menaces et accusations. Le détective qui l'interrogeait trouva dans son sac un carnet détaillant tous ses crimes, non seulement contre Michael et Henri, mais aussi contre la mère d'Anna. Les heures à l'hôpital se transformèrent en une éternité d'attente. Anna se recroquevilla sur une chaise inconfortable de la salle d'attente, son corps épuisé mais incapable de se reposer. Chaque docteur qui passait, chaque civière poussée dans le couloir, lui faisait bondir le cœur. La policière qui était restée avec elle tentait de la réconforter, mais ses paroles sonnaient creuses. Une seule chose comptait maintenant, Henri devait survivre. Le soleil commençait à se lever lorsque le chirurgien apparut enfin dans la salle d'attente, son visage marqué par la fatigue des heures de travail intense. Anna se leva immédiatement, ses jambes tremblantes. Le docteur s'approcha d'elle, et l'univers sembla se figer tandis qu'elle attendait ses mots. La lumière du matin traversait les fenêtres de l'hôpital, baignant tout dans une lueur dorée d'espoir. Un nouveau jour se levait, et avec lui, le destin de chacun serait scellé. Catherine était emprisonnée, ses crimes enfin exposés. Henri se battait pour sa vie en soins intensifs, son sacrifice témoignant de l'existence d'une bonté encore présente dans ce monde. Et Anna, la petite guerrière qui avait survécu à tant d'épreuves, attendait de savoir si elle aurait une nouvelle chance de connaître une vraie famille. Les couloirs de l'hôpital continuaient leur mouvement constant, indifférents au drame qui se déroulait dans ses murs. Anna resta assise, ses mains serrant son ours en peluche usé, son seul lien avec la vie qu'elle avait eue avant Catherine. Désormais, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre et prier, comme sa mère le lui avait appris si longtemps auparavant. L'horloge au mur marquait chaque seconde avec une précision cruelle tandis qu'Anna gardait les yeux fixés sur les portes des soins intensifs. Quelque part derrière ces portes, Henri luttait pour sa vie, une autre victime de la cruauté de Catherine, un autre héros qui avait tenté de la protéger. « S'il vous plaît, murmura-t-elle dans le silence de l'hôpital, ne me laissez pas seule encore une fois. » Les heures s'étiraient dans la salle d'attente de l'hôpital, alors qu'Anna restait recroquevillée sur l'une des chaises inconfortables. Son petit corps était épuisé, mais la peur l'empêchait de dormir. Chaque fois que les portes du centre chirurgical s'ouvraient,
Anna se redressait, espérant des nouvelles, seulement pour voir d'autres médecins, d'autres familles, d'autres histoires qui n'étaient pas les siennes. « S'il te plaît, Dieu, murmurait-elle encore et encore, comme sa mère lui avait appris, ne le laisse pas mourir aussi. » L'horloge sur le mur semblait se déplacer au ralenti, chaque minute étant une éternité d'angoisse. 4 heures s'étaient écoulées depuis qu'Henri était entré en chirurgie, et toujours aucune nouvelle. Anna observait les aiguilles tourner, se rappelant comment il s'était jeté devant elle, comment son sang avait taché le tapis perçant, comment ses yeux avaient trouvé les siens une dernière fois avant de se fermer. « Il ne peut pas mourir, pensa-t-elle en serrant son ours en peluche, pas après tout ce qu'il a fait pour me sauver. » Une infirmière passait de temps en temps, offrant de l'eau ou un encas, mais Anna pouvait à peine avaler, son estomac étant noué, se tordant à chaque nouveau bruit venant de la direction du centre chirurgical. La lumière fluorescente de l'hôpital faisait brûler ses yeux, mais elle refusait de les fermer, de peur de manquer toute nouvelle sur Henri. « Si seulement je pouvais revenir dans le temps, murmura-t-elle pour elle-même. J'aurais couru plus vite, crié plus fort, fait quelque chose de différent. » Soudain, un brouhaha éclata dans le couloir. Plusieurs médecins se précipitèrent dans le centre chirurgical, leurs voix urgentes résonnant contre les murs blancs. Le cœur d'Anna s'arrêta alors qu'elle attrapait des fragments de leur conversation précipitée, pression qui chute, plus de sang, code BLW. Ses petites mains agrippèrent son ours avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Les infirmières passaient en courant, portant des sacs de sang et de l'équipement. Le bruit d'un défibrillateur en charge parvint à ses oreilles, la faisant trembler de la tête aux pieds. Les larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle se balançait d'avant en arrière sur sa chaise. « Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre, sanglota-t-elle doucement, s'il vous plaît, ne le prenez pas aussi. » 1 heure entière passa dans cet état de terreur, avant que l'agitation ne commence à se calmer. Les médecins qui étaient entrés ne semblaient plus aussi paniqués lorsqu'ils sortaient. Une infirmière sourit discrètement dans sa direction, et Anna sentit une petite flamme d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Pourrait-il ? Son esprit n'osait à peine compléter la pensée. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le chirurgien en chef sortit pour lui parler. Son visage était fatigué, mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « C'était difficile, dit-il en s'asseyant à côté d'Anna. Il a perdu beaucoup de sang et son cœur s'est arrêté une fois sur la table, mais nous avons réussi à le stabiliser. Henri est un combattant. » Les mots du médecin firent éclater un sanglot de soulagement chez Anna, si profond que son petit corps trembla tout entier. « Il va vivre ?» demanda-t-elle, la voix chargée de larmes. Le médecin hocha doucement la tête. « Oui, ma petite. Il aura besoin de rester à l'hôpital un moment, mais il se remettra complètement. » La nouvelle sembla vider toute l'énergie qu'Anna avait encore en elle. Pour la première fois en de nombreuses heures, elle laissa ses yeux se fermer, ses larmes coulant librement. « Merci, maman, pensa-t-elle. Merci d'avoir entendu mes prières cette fois. » Le médecin expliqua que Henri serait transféré aux soins intensifs, où il resterait sous observation pendant les prochains jours. Anna pourrait le voir, mais seulement quelques minutes et il ne se réveillerait probablement pas de sitôt à cause de l'anesthésie. « Il a risqué sa vie pour me sauver, » dit-elle au médecin, la voix faible mais ferme. « Je dois être là quand il se réveillera. » Dans l'unité de soins intensifs, Henri semblait plus petit et plus fragile, relié à divers appareils qui surveillaient ses signes vitaux. Sa peau était pâle, mais sa poitrine montait et descendait dans un rythme paisible et régulier. Anna s'approcha prudemment du lit, comme si tout mouvement soudain pouvait l'endommager davantage. Doucement, elle prit la main d'Henri, la même main qui avait tenu la sienne quelques heures plus tôt, quand il lui avait promis de la protéger. Elle était chaude, vivante, et c'était tout ce qui comptait. « Merci de ne pas m'avoir laissé, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. » Les médecins avaient dit que la récupération serait longue. Henri aurait besoin de thérapie physique, de médicaments puissants et de beaucoup de repos. Mais pour Anna, rien de tout cela n'importait. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, depuis que Catherine était entrée dans sa vie, depuis que son père l'avait laissée, elle sentit quelque chose de différent grandir dans sa poitrine, l'espoir. Le soleil commençait à se coucher, projetant des rayons dorés à travers les fenêtres des soins intensifs. Anna resta près du lit d'Henri, ses yeux lourds de fatigue, mais son cœur plus léger. Quelque part dans la ville, Catherine était derrière les barreaux, ses crimes enfin exposés, et ici, dans cette chambre d'hôpital, un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'opération, et Anna n'était pas sortie une seule fois de l'hôpital. Ses petits yeux fatigués restaient fixés sur Henri,
observant chaque mouvement, chaque souffle. Le calme de la pièce n'était brisé que par le bruit des moniteurs et sa voix douce lorsqu'elle lui parlait. « S'il te plaît, réveille-toi. J'ai besoin de te remercier de m'avoir sauvé. » Le soleil du matin entra par la fenêtre, et lorsqu'Anna sentit un léger mouvement dans les doigts d'Henri, son cœur s'emballa. Elle le vit cligner des yeux, ses paupières tremblant, luttant pour s'ouvrir après des jours d'obscurité. Les larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle serrait doucement sa main. « Je suis là, tu as réussi, tu as survécu. » Henri cligna plusieurs fois des yeux, ses yeux essayant de s'ajuster à la lumière. Lorsqu'il réussit enfin à se concentrer, il vit le visage anxieux d'Anna à ses côtés. Sa voix sortit rauque et faible, « Tu ne m'as pas laissé. » Un sourire timide apparut sur le visage de la fillette tandis qu'elle ajustait la couverture d'Henri. Les derniers jours de veille constante avaient valu la peine, juste pour le voir se réveiller. En essuyant les larmes avec le dos de sa main, elle secoua la tête. « Je ne pouvais pas te laisser seule, pas après tout ce que tu as fait pour moi. » Les yeux d'Henri se remplirent de larmes en entendant ces mots. Avec effort, il réussit à lever sa main pour toucher le visage d'Anna. « Comment vas-tu » demanda-t-il faiblement. « Catherine, elle ne t'a pas blessé ?» Le doux contact fit couler davantage de larmes sur le visage de la fillette. C'était étrange, comment un geste aussi simple pouvait porter tant d'affection, tant de protection. Anna garda sa main contre son visage. « Je vais bien. Tu m'as sauvé. Personne n'avait fait quelque chose d'aussi grand pour moi. » La lumière du soleil baignait maintenant toute la pièce, créant un moment presque magique entre les deux. Henri regarda le petit visage taché de larmes d'Anna, y voyant toute la force et le courage qu'elle portait. « Tu mérites d'être protégée, petite. Tu mérites d'être aimée. » Le cœur d'Anna sembla grandir dans sa poitrine en entendant ces mots. Des années d'abandon et de solitude commencèrent à fondre sous la chaleur de cette affection inattendue. D'une voix étouffée, elle murmura « Pourquoi m'as-tu cru ce jour-là à l'église ? Tout le monde pensait que j'étais folle. » Henri ferma les yeux un instant, se souvenant de ce jour-là. Lorsqu'il les ouvrit à nouveau, ses yeux étaient remplis d'une certitude calme. « J'ai vu la vérité dans tes yeux, Anna. J'ai vu une enfant essayant désespérément de sauver quelqu'un. Je ne pouvais pas ignorer ça. » Les mots d'Henri firent remonter en Anna tous les moments où elle avait essayé d'alerter les gens au sujet de Catherine, tous les moments où elle avait été ignorée ou traitée de menteuse. Sa voix tremblait, « J'avais tellement peur que toi aussi tu ne survives pas, comme mon père. » Un silence doux tomba sur la pièce alors qu'Henri absorbait le poids de cette confession. Avec soin, il se tourna dans son lit pour la regarder directement dans les yeux. « Je te promets, dit-il, je ne te laisserai jamais seule, Anna. Plus jamais. » Le cœur de la fillette bondit en entendant cette promesse. Ses petites mains saisirent plus fort la main d'Henri. « Tu es sérieux ?» Henri sourit en ignorant la douleur que le mouvement lui causait. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une calme et ferme certitude. « Anna, comment te sentirais-tu à l'idée de retrouver une famille ?» Les larmes commencèrent à couler librement sur le visage de la fille, mais cette fois, ce furent des larmes de bonheur. Tout son corps tremblait sous l'émotion de ce moment. « Tu veux être mon second papa ?» Le sourire d'Henri s'élargit malgré la douleur. Ses propres larmes se mêlèrent aux siennes. « Seulement si tu veux être ma fille. » L'univers sembla s'arrêter à ce moment-là, tandis qu'Anna traitait ces mots. Des années de solitude, de peur et d'abandon commencèrent à se dissoudre sous la lumière de cette nouvelle possibilité. « Je veux tellement. » La nuit tomba sur l'hôpital, mais Anna n'avait plus peur du noir. Le lit supplémentaire que les infirmières avaient apporté était à côté de celui d'Henri, et elle pouvait entendre sa respiration calme. « Est-ce que je peux vraiment dormir ici chaque nuit, jusqu'à ce que tu ailles mieux ?» Henri tourna la tête sur l'oreiller pour la regarder, ignorant l'inconfort du mouvement. Voir Anna là, en sécurité et protégée, rendait toute la douleur supportable. « Bien sûr que tu peux, en fait, je dors mieux en sachant que tu es près de moi. » Le silence confortable fut brisé par le bruit du chariot de dîner dans le couloir. Anna se leva rapidement pour aider Henri avec les repas. « Les infirmières m'ont appris à ajuster ton lit pour que tu puisses manger plus facilement. » Un sourire fier éclaira le visage fatigué d'Henri alors qu'il observait les mouvements prudents de la fille. « Tu ferais une excellente infirmière quand tu seras grande. As-tu déjà pensé à ce que tu aimerais faire plus tard ?» Anna s'arrêta un instant, la cuillère de soupe suspendue dans l'air. Personne ne lui avait jamais demandé ses rêves auparavant. « En fait, j'ai toujours voulu être professeur, comme ma maman. »
Les yeux d'Henri se remplirent de larmes en voyant l'éclat d'espoir sur son visage. Il lui prit délicatement la cuillère des mains. « Tu sais, quand je serai sorti d'ici, on pourra chercher une bonne école pour que tu puisses y retourner. » Un petit hoquet échappa à Anna. Elle n'était pas allée à l'école depuis que Catherine l'avait abandonnée dans la rue. « Tu crois qu'ils m'accepteront? Ça fait tellement longtemps. » Henri tendit la main pour essuyer une larme qui roulait sur sa joue. « On trouvera l'école parfaite et je serai à tes côtés à chaque étape du chemin, je te le promets. » Le reste de la nuit passa paisiblement, Anna racontant des histoires tirées des livres que les infirmières lui avaient prêtés. C'était comme si la chambre d'hôpital s'était transformée en un petit sanctuaire rien que pour eux. « Demain, je peux apporter plus de livres de la bibliothèque de l'hôpital, » dit-elle en bâillant. Henri la regarda tendrement, observant comment elle luttait contre le sommeil. « Il se fait tard, petite. Il est temps d'aller au lit. Nous avons une grande journée demain. » Anna s'installa dans le lit supplémentaire, se tournant pour voir le visage d'Henri. « Promets-moi que tu seras là quand je me réveillerai. » La question brisa le cœur d'Henri. Combien de fois avait-elle dû se réveiller seule et effrayée pendant ces mois dans la rue? « Je te promets, ma petite. Nous sommes une famille maintenant, souviens-toi. » Le son des moniteurs cardiaques était comme une douce berceuse alors qu'Anna fermait les yeux. « Bonne nuit, papa. » Henri sentit son cœur se gonfler d'amour en entendant ce mot simple mais plein de sens. Sa voix était chargée d'émotion. « Bonne nuit, ma fille. Fais de beaux rêves. » Dans l'obscurité douce de la chambre d'hôpital, père et fille s'endormirent, leur cœur battant dans un rythme harmonieux d'espoir et d'amour. Le début d'une nouvelle famille, née non pas du sang, mais du plus pur et du plus véritable amour. Revenir à la maison après 3 semaines à l'hôpital avait un goût différent. Anna n'était plus simplement une fille sauvée, elle était officiellement la fille d'Henri. En soutenant doucement son père hors de la voiture, son cœur débordait de joie en voyant la maison qu'elle connaissait déjà, mais qui était maintenant véritablement son chez-soi. « Ça fait tellement de bien d'entrer ici, en sachant que je ne devrai plus jamais repartir, » dit-elle. Henri sourit en la regardant courir ouvrir les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil, comme elle le faisait chaque jour avant de le visiter à l'hôpital. La chambre qu'elle occupait déjà était maintenant parsemée de papiers avec des dessins montrant comment elle voulait la décorer. Alors, quand est-ce qu'on commence à transformer ces dessins en réalité? Les jours suivants furent consacrés à s'adapter à la nouvelle routine. La vie scolaire d'Anna reprit, avec Henri signant les papiers de réunion de parents en tant que tuteur légal. Les enseignants furent impressionnés par sa détermination à rattraper le temps perdu, et ses notes s'amélioraient chaque semaine. Un soir, courbée sur ses livres à la table de la cuisine, elle leva les yeux vers Henri. « Tu savais que je rêve de devenir enseignante maintenant? Je veux aider d'autres enfants comme tu m'as aidé. » Les cauchemars venaient encore de temps en temps, mais ils étaient différents maintenant. Lorsqu'Anna se réveillait effrayée au milieu de la nuit, elle ne retrouvait plus le froid silence des rues, mais l'étreinte sécurisante d'Henri. « Raconte-moi encore cette histoire, celle quand tu étais petit, ça m'aide à oublier les mauvais rêves. » La transformation la plus marquante fut son sourire. Plus timide ni effrayé, mais lumineux et sincère. Pendant un petit déjeuner dominical, en aidant Henri à faire des crêpes, elle laissa échapper un rire si pur qu'il remplit la cuisine de joie. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais être aussi heureuse. » Le jardin devint son endroit préféré pour étudier. Henri avait installé une table sous le grand arbre où Anna passerait des heures avec ses livres. Un après-midi particulièrement beau, elle leva les yeux de ses devoirs. « Parfois, je pense que ma maman t'a guidé vers moi ce jour-là à l'église. » Les visites régulières chez le thérapeute aidèrent Anna à traiter son passé. Henri l'attendait toujours dans la salle d'attente et après chaque séance, ils avaient l'habitude d'aller prendre une glace ensemble. Pendant l'un de ces moments, elle lui prit la main fermement. « Merci de m'avoir donné le temps de guérir. » La première fois qu'Anna appela Henri, « Papa », sans hésitation fut lors d'une réunion de parents à l'école. L'enseignant louait ses progrès, et elle pointa fièrement vers lui. « Mon papa m'aide à faire mes devoirs tous les jours. » Le sourire d'Henri illumina toute la pièce. Les nuits à la maison avaient désormais une signification différente. Après le dîner, Anna et Henri avaient pris l'habitude de s'asseoir sur le porche, à regarder les étoiles. « C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager ce ciel, » dit-elle, blottie contre son père. Henri sourit, tenant tendrement sa fille. La douleur de la blessure était encore là, mais son cœur était plus léger que jamais. « Tu sais, petite, » répondit-il doucement, « parfois, les plus grands cadeaux de la vie se déguisent en moments difficiles. » Après les événements intenses qui avaient failli détruire Anna et Henri,
la vie commença à se stabiliser, et ils purent tous deux goûter à la paix qu'ils avaient tant désirée. Avec Catherine enfin derrière les barreaux, ces menaces et manipulations devinrent un souvenir lointain, mais non sans laisser de profondes cicatrices en Anna. Des mois après la chirurgie d'Henri et le procès de Catherine, Anna commençait à retrouver un nouveau rythme, une routine remplie de petits moments de joie et de découverte qui comblaient le vide laissé par tant de pertes. Henri, toujours en convalescence, était devenu une présence constante et rassurante dans la vie d'Anna. Il la soutenait à chaque défi, des difficultés scolaires aux insécurités que son passé avait laissées dans son esprit et son cœur. Anna commença à fréquenter l'école régulièrement et chaque jour, elle montrait plus de détermination à apprendre et à s'améliorer. Chaque fois qu'elle se sentait incertaine ou se souvenait des moments où personne ne l'avait cru, Henri était là pour lui rappeler sa force et son courage. Il l'encourageait avec des mots doux et des gestes attentionnés, faisant en sorte qu'Anna ressente, pour la première fois, ce que cela signifiait vraiment être aimée et protégée. À l'école, Anna se fit des amis, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître auparavant. Ses camarades, curieux et gentils, étaient comme un souffle d'espoir et de normalité, l'aidant à réaliser que le monde était plus vaste et plus sûr qu'elle ne l'avait imaginé. Bien qu'il y ait encore des nuits où les cauchemars revenaient, accompagnés de souvenirs douloureux de Catherine et de sa vie dans la rue, Anna se réveillait désormais en sachant qu'Henri était à quelques pas, toujours prêt à la réconforter et à lui dire qu'elle était en sécurité. Pendant les après-midi, Henri et Anna passaient des heures ensemble dans le jardin de la maison. Il avait aménagé un espace pour étudier et lire en plein air, où elle aimait réviser ses leçons et rêver de l'avenir. Un de ces jours, par un ciel clair et un air parfumé par les fleurs environnantes, Anna confia à Henri qu'elle souhaitait, dans le futur, travailler avec des enfants, peut-être comme enseignante, pour aider les autres à trouver leur chemin, tout comme il l'avait fait pour elle. Il sourit fièrement, sentant que chaque effort qu'il avait fait pour la sauver et la protéger avait valu la peine. Le soutien d'Henri ne se limitait pas à la maison. Il l'accompagnait aux séances régulières avec un thérapeute qui l'aidait à traiter son passé et à faire face aux cicatrices émotionnelles qu'elle portait encore. À chaque séance, Anna se sentait plus forte et plus confiante, réalisant que sa douleur ne la définissait pas, mais la transformait en une personne plus résiliente. Le thérapeute encourageait Henri à continuer d'exprimer son soutien et son soin, quelque chose qu'il faisait naturellement avec une dévotion qui transforma profondément Anna au fil du temps. Petit à petit, Anna commença à se sentir de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle maison. Henri l'encouragea à redécorer sa chambre en la transformant en un espace cosy et vivant, avec des couleurs qui la faisaient sourire et des objets symbolisant sa nouvelle phase. Pour Anna, voir sa chambre devenir un vrai chez-soi était une petite victoire quotidienne, lui rappelant qu'elle avait échappé à l'obscurité et à l'abandon, et qu'elle avait désormais un avenir lumineux devant elle. Chaque soir, ils partageaient des moments de complicité, riant de petites choses, lisant des histoires ou simplement regardant les étoiles sur le porche. Henri savait qu'Anna allait encore faire face à des défis émotionnels, mais il était déterminé à rester à ses côtés, lui montrant qu'en dépit de tout ce qu'elle avait traversé, l'amour et la sécurité étaient possibles. Au fil des mois, Anna commença à rêver d'un vrai futur, quelque chose qui semblait autrefois si lointain et improbable. Elle commença à faire des projets, à écrire ses idées et ses rêves dans un carnet que Henri lui avait offert, notant chaque petit objectif qu'elle voulait atteindre. Par amour et patience, Henri avait restauré la capacité d'Anna à rêver, à croire en la gentillesse des gens et à envisager une vie pleine et heureuse. Le jour de sa remise de diplôme de l'école primaire fut émouvant. Henri regarda sa petite gagnante recevoir son certificat, son cœur se gonflant de fierté. Anna souriait, un sourire qui parlait de dépassement, de gratitude et d'espoir, et Henri savait que ce n'était que le début d'une belle et significative histoire pour eux deux. Maintenant, Anna était prête à construire son avenir, sachant qu'elle aurait l'amour inconditionnel d'Henri à ses côtés, un père qui n'était pas biologique, mais un père de cœur. À la fin de son voyage de guérison, Anna découvrit qu'en dépit de tout ce qu'elle avait vécu, elle était encore capable de trouver la paix et une nouvelle version de la famille dans la maison qu'elle partageait désormais avec Henri. Elle ressentait la chaleur de sa famille pour la première fois, un soutien inconditionnel et la sécurité d'un endroit où elle pouvait être elle-même, sans peur. Le passé, bien que douloureux et marqué par des épreuves, n'était plus une ombre constante, mais un souvenir lointain qui perdait progressivement son poids. Henri, à ses côtés, n'était pas seulement l'homme qui l'avait sauvée, mais le père qu'elle avait toujours eu besoin et mérité. Il l'accompagnait dans les moments de joie et de dépassement, l'aidant à créer de nouveaux souvenirs et à regarder l'avenir avec courage et espoir. Anna, désormais une fille pleine de rêves et de désir d'apprendre, savait qu'elle ne serait plus jamais seule.
Unis par un lien d'amour plus fort que n'importe quelle épreuve, Anna et Henry avançaient ensemble dans le futur, confiant qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi et créer une histoire pleine de sens et de nouvelles possibilités.